Madame, Monsieur, bonjour. Il est 8 heures et nous sommes le 24 septembre 2022. Ravi, comme à chaque fois, de vous retrouver en compagnie de Mina Abed. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va Mina? Ça va. Ça se passe bien? Il fait bon Mina? Il fait bon. Il fait même un petit peu frais. Hein. Un petit peu frais. Un petit peu frais. On sent La nuit. Bien, on sent bien l'été indien. Oui, il faut ressortir les couettes là. Enfin, pas dans mon cas, mais toi? non. Ah ben voilà, pas dans ton cas. Non, il faut ressortir la deuxième dans mon cas. Pas dans ton cas. Mina, tu te rappelles quand on était petite, je me rappelle, je devais être au collège ou au lycée, je me rappelle plus. Le recensement? Oui, je me rappelle, on venait à la maison. Tu te rappelles les agents de l'organisation, de l'Office national des statistiques qui faisaient du porte-à-porte? Je m'en souviens très bien. Voilà, avec un formulaire plein de questions. Exactement. Et ben, on va revivre cette expérience. Cette fois-ci, je crois que c'est avec des tablettes, non? C'est pas avec des tablettes? Ouais, certainement pour informatiser. Exactement. Voilà, mais ça va être pratiquement la même stratégie, donc du porte-à-porte. On va aller faire le recensement. C'est la 6e édition justement du recensement. Nous allons en parler ce matin, mais surtout l'importance donc du recensement de la population. Et une fois que les chiffres seront donnés, qu'est-ce qu'on va faire finalement avec ces chiffres? Exactement. Voilà, donc bonne question, tiens. Voilà, donc ce sont des questions qu'on posera à nos invités dans un petit moment. Et nous parlerons également ce matin d'un sujet pas très agréable, on va dire, parce que chaque année, malheureusement, quand il y a la saison estivale, le mois de Ramadan aussi, on est confronté, j'ai envie de dire, à un fléau de la société. Mina, n'est-ce pas? Il s'agit des accidents de la route. Complètement d'accord. Alors, cette année, c'est vrai qu'il y a eu des scénarios catastrophiques avec les accidents de la route. Ah oui. Je comprends. Personnellement, j'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi. Enfin, bon, pas dans tous les cas, certes, mais comment on peut être aussi imprudent aussi. Parfois, on a vraiment l'impression que c'est un comportement complètement inconscient. Oui, des fois, oui. Quand on voit certains conducteurs, on se dit, ok, d'accord. Peut-être que pour lui, sa vie n'est pas précieuse, mais la vie des autres. Voilà. Donc, tant de questions, effectivement, qui se posent quant au comportement déjà des conducteurs, des piétons aussi. Piétons aussi, qui complètement d'accord. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts qui traversent l'autoroute. En Algérie, on l'a bien remarqué ces dernières années, la grande mode des deux roues aussi, n'est-ce pas? Exactement. Comme je dis toujours, non, mais tu es en train de conduire et puis hop, tu sais pas comment, tu as les deux roues comme ça juste devant toi. Tu ne l'entends pas, on ne l'entend pas, on n'entend pas arriver et on le voit directement. Eh ben voilà, donc on va revenir sur encore une fois ce bilan lourd de cet été et encore une fois de la prévention parce qu'il s'agit tout simplement de prendre les bonnes mesures, de respecter le code de la route, d'avoir un comportement faire attention, tout juste, on va dire, rationnel par rapport aux accidents de la route. Alors nous allons encore une fois nous intéresser à la rentrée scolaire. Ça s'est fait juste mercredi. Donc, mercredi mercredi, le 21 septembre. Ah ouais. Bah oui. Ah bah ça passe vite. Mine de rien. Coucou, mais c'était intéressant qu'ils commencent le mercredi parce qu'ils ont fait mercredi, jeudi, puis très vite le week-end. Oui. Donc, on donne un petit peu le temps aux enfants de se réadapter, on va dire, et de s'adapter pour ceux qui font... Même pour les parents. Beaucoup. Même pour les parents. Beaucoup, effectivement, surtout ceux qui ont des enfants en bas âge. Exactement. Voilà, donc on va s'intéresser aux enfants encore une fois, on va s'intéresser encore une fois à cette rentrée scolaire, mais surtout aux enfants qui présentent quelques troubles du langage. Il y en a beaucoup, effectivement. Il y en a beaucoup. Et généralement, ce sont les enseignants qui arrivent très vite à détecter donc ce genre de troubles et bien entendu donc accompagner, orienter et surtout faire appel aux spécialistes. Donc aujourd'hui nous aurons une orthophoniste avec nous qui reviendra donc sur la prise en charge des enfants donc qui ont quelques troubles du langage. Salah Hadjamar sera parmi nous ce matin. Le retour. Encore un beau voyage qu'elle nous proposera pour découvrir le patrimoine de notre pays. Quel est ton plat préféré? Mon quoi? Ton plat préféré? Oula, j'en ai plein. Le plus préféré. Allez, on va dire un plat en été, vraiment léger, qu'on prend. Un plat en été? Oui. C'est des salades généralement. Des salades. C'est les salades, ouais. Mais il y a une salade quand même très particulière en Algérie qu'on retrouve pratiquement sur partout, toutes les tables. En été, en hiver. En Ramadan surtout. Exactement. Tu devines? La sleta. Exactement. Alors on l'appelle la sleta, la shleta, mais oui. Alors c'est vrai qu'elle a beaucoup d'appellations. Et figure-toi qu'il y a un festival qui lui est consacré. C'est la 15e édition de ce festival. On reviendra donc sur ce festival. Ça t'aurait fait plaisir de quoi? D'y aller? Bah oui, pour goûter les variétés. Les variétés, bah oui, on en pour apprendre de toute façon, aussi. La base est la même, hein, c'est poivrons, tomates, généralement pour beaucoup de familles un peu d'oignons.
Oui, et l'huile l'huile d'olive. d'olive, évidemment. Mais après, c'est vrai que la préparation, elle est Varie. complètement différente. Exactement. Voilà, et bien justement, nous allons parler de toutes ces variétés de la cheleta ou de l'hmès, ou appelez ça comme vous voulez. En tout cas, elle est présente pratiquement dans toutes les tables algériennes en été et en hiver. Voilà donc pour le menu de cette matinée. Tu nous donneras quelques nouvelles du ciel? Oui, alors Aujourd'hui, on a allons. encore week-end. Encore week-end. Encore week-end, les devoirs n'ont pas encore commencé pour beaucoup d'enfants, donc on peut Oui. encore profiter. Oui, on peut encore N'est-ce pas? profiter. Profitons. Profitons, mais ce Profitons. sera juste après le jingle. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et donc on disait qu'il fait beau. En tout cas, il fait bon, ce qui est sûr. Il fait bon. Il y a du soleil. Il y a du soleil. On a été accompagné par un beau soleil ce matin. Une belle brise aussi. Une belle brise, il fait bon, il fait beau. Mais il faudra s'attendre à une petite augmentation des températures. quand même. Oui, Oui, bon, Bah oui. après, la saison s'installe doucement. Voilà, hein, ça, après. ça va faire effet yo-yo. En là. tout cas, on n'aura pas les températures caniculaires que nous avons Non. eues durant Non, la pour le saison moment, ça estivale. va. Pour Voilà. le moment, Donc, je suis une petite hausse, il n'y a pas de problème. Donc, en C'est pas les attendant 40 que degrés, l'automne c'est pas- s'installe convenablement. tout doucement. Un peu plus de détails, Mina? Écoute avec Allez, plaisir. c'est à toi. Merci. Alors bonjour à tous et excellent réveil. Un taux d'humidité pour aujourd'hui risque d'atteindre, parfois de dépasser les 50% sur les régions côtières avec un ciel plutôt dégagé, peu nuageux. Sur les côtes ouest, centre et est, quelques pluies vers les régions intérieures. Des pluies également sur le Sahara oriental avec quelques orages sur la Saoura, le sud-ouest, le long des frontières algéro-maliennes, ainsi que le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une petite hausse du mercure avec 37 degrés à Chlévry-les-Antilles, on notera 35 à Alger, 32 degrés à Annaba, ainsi qu'à Tizi Ouzou, 32 degrés également à Oran, on notera 30 à Gardaya, 30 à Hassim Saoud, 36 degrés à Elizi, 39 Insalah et enfin 43 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer plutôt calme vers les côtes est, peu agitée sur le centre et l'est du pays, calme, vers les côtes ouest et puis côté vent, on notera des vents entre 10 et 20 km/h vers les côtes est, entre 20 et 30 km/h vers l'ouest et entre 20 et 40 km/h vers les côtes centre. On passe tout de suite au continent américain pour cette journée. Eh bien, un ciel dégagé en Californie, Dallas, peu nuageux à Mexico. Et puis, on notera des averses à Miami avec quelques pluies en journée. Et puis, côté température, on notera 21 degrés à Vancouver, 32 en Californie, 36 à Dallas, 31 à Miami. Et enfin, 19 à Montréal. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Mina Abed, tu parles d'une petite hausse. Quoi, à 35, c'est rien quand on est était habitué à 27 40. On était à 27 hier. Moi, je m'attendais à 27. 29, 30. 29, 30, c'est pas... Ah, non. une petite hausse. Petit, Je te prends au mot, t'as petit, vu? écoute, C'est 7 degrés, hein. c'est tout. Bon, mais معليش, il fait bon. Le soir, il fera bon. Hein? Le soir, il fera bon. Oui, Voilà, c'est plus évidemment. important. Voilà, c'est plus important, finalement. Évidemment. Vous pouvez toujours ressortir votre deuxième quad si vous en avez une deuxième. Parlons pour Mina Abed, pour ce conseil, de toute façon. Donc, finalement, les enfants pourront encore profiter de ce Oui. premier week-end. Non, donc, pour aujourd'hui, autant en profiter. De l'école. Autant Exactement. en profiter, les devoirs n'ont pas encore commencé. Non, Tu fais de la pression de bon matin quand même. Non, mais tu parles de devoirs là. Pourquoi tu parles de ça? Je me prépare psychologiquement aux devoirs. Mais non. Week-end, on parle pas de devoirs. Week-end, Je on suis ne parle pas de désolée. devoirs. Je suis d'accord avec toi. On fait tout le jeudi après-midi pour Voilà, les devoirs s'arrêtent le jeudi. jeudi, Allez, après vendredi, samedi, on se repose. à 18h, dimanche. ça s'arrête. Mais après, c'est bon. Plus de devoirs. À 18h, c'est beaucoup, Mina. Les enfants sortent à 16h, 16h30. Il faut qu'ils prennent leur goûter, qu'ils se reposent un petit peu, qu'ils jouent un petit peu. Ensuite, ils vont faire leurs devoirs. Donc, on va Mais dire à non, 19h30. pourquoi perdre du temps? Ils rentrent, Ouais, ils prennent leur goûter, Ah, ils ça font leurs reste des devoirs, après ils font ce qu'ils philosophies, veulent. ça reste des philosophies, là. Faut pas perdre de temps. Du tout. Bah oui. Surtout quand il fait 35 degrés avec un beau soleil comme celui d'aujourd'hui. 35 degrés, bah oui. Faut profiter, sortir, Ouais, s'amuser. effectivement, faut sortir
et surtout faire attention et être très, très, très vigilant. Sur les routes, d'abord. Les routes, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, même quand on est piéton, il faut être très, très vigilant. D'ailleurs, nous allons en parler dans un petit moment en compagnie de notre invité. Merci beaucoup, Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure comme à l'accoutumée. Avec plaisir. À 10h pour un bon café. 10 heures, On se retrouvera à midi, à 19h pour d'autres détails. Donc, de la météo. Merci beaucoup, Mina. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et cette fois-ci, ce sera pause musicale préventive en compagnie de Mohamed Araoui, lui qui nous chante Wahda Wahda. Allez-y, doucement, doucement. سوق لروحك يا حبيبي وسوق للغير وحدة وحدة يا وخي توصل بخير سوق لروحك يا حبيبي وسوق للغير احترم الإشارة سوق الماء والشطارة طريق راي غدا قتلت الملايين احترم الإشارة سوق الماء والشطارة طريق راي غدا قتلت الملايين قتلت الملايين شيكي تكون تقود السيارة طريق صعيبة وعرة الله يخليك اقرا حذرك لا تروح حياتك خسارة اقرا حذرك لا تروح حياتك خسارة اقرا حذرك لا تروح حياتك خسارة وحدة وحدة يا وخي توصل بخير سوق لروحك يا حبيبي وسوق الغير وحدة وحدة يا وخي توصل بخير سوق لروحك يا حبيبي وسوق الغير احترم الإشارة سوق الماء والشطارة طريق راهي غدا قتلت الملايين احترم الإشارة سوق الماء والشطارة طريق راهي غدا قتلت الملايين قتلت الملايين في العائلة راهي تستنى فيك ما تسرعش لا تخلي ولادك كتامة في التأني السلامة والسلام عليك في العجلة ما تحصد غير الندامة في العجلة ما تحصد غير الندامة في العجلة ما تحصد غير الندامة وحدة وحدة يا وخي توصل بخير سوق لروحك يا حبيبي وسوق الغير وحدة وحدة يا وخي توصل بخير سوق لروحك يا حبيبي وسوق الغير احترم الإشارة سوق الماء والشطارة طريق راهي غدا قتلت الملايين احترم الإشارة سوق الماء والشطارة طريق راهي غدا قتلت الملايين قتلت الملايين De retour sur le plateau, c'était donc pause musicale en compagnie de Mohamed Araoui, lui, qui chante encore une fois une chanson préventive, de prévention, encore une fois, par rapport aux accidents de la route qui deviennent un réel fléau social. Nous en parlons ce matin en compagnie de M. Rachid Razli. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, vous êtes commissaire divisionnaire, vous êtes sous-directeur de la prévention et de la sécurité routière. Alors, M. Razli, justement, chaque année, que ce soit, on le dit, durant la saison estivale ou le mois de Ramadan, c'est toujours là où les bilans sont les plus catastrophiques. C'est vrai que malheureusement, ce sont des chiffres tout au long de l'année, mais c'est vraiment 2 saisons où il y a un pic, encore une fois. Mais cette année, on a vraiment l'impression que nous sommes devant un bilan
catastrophique devant une situation complètement catastrophique comparée aux années précédentes, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, effectivement, donc, nous constatons maintenant des accidents spectaculaires, des accidents très mortels, avec des chiffres énormes en matière de décès. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les bilans statistiques des accidents de la circulation routière en zone urbaine font ressortir qu'il y a une baisse des accidents de la circulation qui est de moins de 1%. Une baisse de blessés de moins de 1% et hélas une augmentation de plus de 6% en matière de décédés. C'est énorme. Donc c'est un bilan dès 8 mois. Donc, mais c'est vrai, parce que pour la simple raison que le facteur humain est le premier responsable. Je m'explique, ça veut dire qu'on conduit très mal. Il y a des gens qui conduisent très mal, il y a des gens qui ne respectent pas le code de la route, et il y a des gens aussi qui surpassent leur capacité cognitive et leur capacité physique. Oui. Donc il y a beaucoup de déplacements, il fait très beau, c'est la saison estivale, c'est la période des congés, c'est la période des vacances, donc automatiquement les gens se déplacent. Mais hélas, ces déplacements sont accompagnés d'accidents très graves et des fois d'accidents où l'on enregistre des bilans de décédés qui vont de 8 à 12 personnes. Donc on a environ 48 accidents par jour. 48 accidents par jour, 58 blessés et environ 2 personnes décédées. Donc c'est un bilan en zone urbaine, en plus des bilans qui sont communiqués par nos collègues de la gendarmerie nationale. Donc ce que je peux vous dire maintenant, c'est que il est temps de se mobiliser à travers le respect du code de la route et à travers le respect également de l'environnement routier. On a dépassé le stade du non-respect du code de la route, on est rentré dans l'incivilité. L'incivilité, voilà, c'est vraiment le qualificatif qu'il faut. Mais aujourd'hui, Monsieur Razli, comme vous avez dit, on conduit très mal. Parfois, nous avons même peur de prendre la route. Nous avons même peur de prendre la voiture parce qu'on voit quand même ces comportements, j'ai envie de dire, complètement inconscients. Je disais tout à l'heure en compagnie de ma collègue, aujourd'hui, nous avons la mode, j'ai envie de dire, des 2 roues qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de se déplacer avec le parc routier quand même qui est très dense avec toute la circulation. Mais entre-temps, on voit quand même, j'ai envie de dire, une conduite complètement anarchique donc, des 2 roues. On voit qu'il n'y a aucun respect, du moins de la protection. Donc on voit les 2 roues sans casque, sans gants, avec des gestes complètement acrobatiques dans les autoroutes. Tout à fait. Donc les études établies par la Direction générale de la Sécurité nationale font sortir qu'environ 24% des impliqués dans les accidents sont des motocyclistes. Donc, à travers cette tranche d'implication, la Direction générale de la Sécurité nationale a mobilisé l'ensemble de ses moyens humains matériels, justement pour endiguer ce phénomène. Donc, nous avons, tout le monde a constaté que nous avons mené une campagne de sensibilisation, mais là, j'ouvre une parenthèse, c'est que c'est une campagne de sensibilisation pour sensibiliser les conducteurs qui ne font pas d'accident, les conducteurs qui respectent le code de la route. Mais les infractionnistes ont été sévèrement sanctionnés. Donc maintenant, on a dépassé le stade de la sensibilisation, on est rentré dans la répression au code de la route. Vous avez constaté que l'ensemble des unités opérationnelles qui sont engagées sur le terrain orientent leur action répressive envers les 2 roues. Donc on sait pertinemment qu'ils ne respectent pas le code de la route. Et là, je m'adresse bien sûr aux chauffeurs et aux chauffeurs et tous mes respects aux conducteurs professionnels. Donc, nous avons mené des campagnes de sensibilisation et des campagnes de répression. Je vous cite un exemple en matière d'infraction. Nous avons enregistré 13 570 infractions. Les mobilisations, 3 292. Et la mise en fourrière, nous avons mis en fourrière 3 595 motocyclettes durant les 8 premiers mois. Donc, c'est une activité très dense et très... Et qui est constamment en augmentation, sachant pertinemment que le parcours des motocyclettes n'est pas aussi grand que ça. Mais l'activité répressive reflète l'action des services de police à l'endroit des infractionnistes au code de la route. Donc en menant des opérations de contrôle routier et des opérations de lutte contre les accidents de la circulation routière où les motocyclettes sont impliqués avec une action répressive intense et des instructions ont été édictées à ce que la zéro tolérance en matière des infractionnistes
motocyclistes. Mais sinon, Monsieur Razli, quand même, il faut dire que chaque année, il y a ces campagnes de sensibilisation, que ce soit par la Sûreté nationale, que ce soit par la société civile aussi, qui fait un énorme travail sur terrain par rapport à toutes ces campagnes, par rapport à la répression aussi. Mais ça n'a toujours pas d'impact. Finalement, qu'est-ce qui fait que le comportement, il est toujours aussi inconscient de la part des conducteurs? D'abord, il ne faut pas perdre espoir en matière de prévention de sensibilisation. C'est un matraquage, effectivement. C'est un matraquage. On doit continuer toujours à sensibiliser, à prévenir. Maintenant, ce qui doit se faire également, c'est qu'en parallèle, il y a des actions de répression. Oui. Donc, aucune action ne se fait au détriment de l'autre. On ne fait pas de la prévention au détriment de la répression. C'est des actions qui vont ensemble. Donc le matraquage en matière de sensibilisation va toujours continuer, mais la répression va en crescendo. Donc c'est des actions qui augmentent à chaque fois. Le facteur humain, pourquoi? Pour la simple raison que maintenant, il faut se rendre à l'évidence que la motocyclette est devenue le moyen de transport le plus privilégié chez les citoyens. Donc c'est par rapport à leur déplacement, par rapport à son prix d'acquisition qui n'est pas aussi très cher que ça. Donc les jeunes, et les adultes aussi, sont orientés vers la motocyclette. Maintenant, hélas, cet amour de la motocyclette s'est accompagné avec une certaine incivilité, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas les laisser faire. Il n'est pas question de laisser faire ces choses-là. Maintenant, ce qui nous inquiète aussi plus en matière d'incivilité, en matière de non-respect du code de la route, ce sont les cortèges nuptiaux. Quand on constate qu'il y a, et là je le dis, je me permets de le dire, moi je m'intéresse à mes chers citoyens, c'est quand on voit des familles qui ne respectent pas le code de la route, là ça ne vous aide pas beaucoup. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup. Donc en famille, lorsqu'on est en famille, on est censé être dans un cadre respectable. Donc quand on voit par exemple en famille, il y a des cortèges nuptiaux, ils ferment les routes, ils bloquent les routes, ils font des actions acrobatiques, là ça nous fait mal. Parce que quelque part on se dit qu'on a perdu certaines valeurs. Et lorsqu'on perd certaines valeurs, automatiquement, ça va se répercuter sur l'environnement de tout un chacun. Maintenant, le code de la route, il faut le respecter. Il ne faut pas sortir du cadre lié au code de la route. Dès lors qu'on ne respecte pas le code de la route, on va basculer vers l'atteinte à l'ordre public, l'atteinte à la santé publique, l'atteinte à la tranquillité publique. Donc, tout ça, on ne va pas laisser faire tout ça pour la simple raison qu'il y a des citoyens quand même qui sont là, on doit les protéger. Effectivement. Mais sinon, nous avons parlé un petit peu du comportement lors de la conduite, mais il y a aussi un autre comportement, M. Razli, qui cause beaucoup de tort, ce sont les piétons aussi, qui peuvent être à l'origine de beaucoup d'accidents. Ils le sont. Ils ne peuvent pas maintenant, ils le sont. Les statistiques dénotent qu'environ 16% des piétons sont impliqués dans les accidents de la circulation routière. Donc, vous voyez qu'on soit en moteur, ou qu'on soit sur véhicule, sur moto, ou à pied. Donc, il y a des accidents qui sont générés par les accidents. Bon, à travers le monde entier, au monde entier, il y a des accidents de piétons. Mais le chiffre de 16% nous inquiète. D'autant plus que c'est la tranche des enfants qui sont les plus touchés. Donc, où est la responsabilité des parents aussi? Là, on s'adresse aussi aux parents. Il faut qu'on soit responsable de ces enfants. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés par les accidents, et c'est des accidents qui sont évitables, bien sûr. Il faut se mettre à l'évidence que l'accident de la circulation routière n'est pas une fatalité. Ça peut ne pas arriver. Donc on peut l'éviter. C'est juste avoir un comportement adéquat, d'autant plus que là on parle quand même de rentrée scolaire. Et, bien sûr. Donc au niveau des sorties, des rentrées d'école aussi, là où il y a quand même un engouement de la part des élèves, donc là aussi les conducteurs doivent faire prudence, doivent observer beaucoup de prudence. Et d'ailleurs, les unités opérationnelles de la Sûreté nationale ont été engagées à l'effet de réguler la circulation routière à proximité des établissements scolaires, et également d'intensifier les patrouilles pédestres motorisées, justement pour protéger nos enfants des accidents de la circulation routière, et évidemment les sensibiliser à travers les campagnes que nous menons. Voilà, alors revenons un peu aux campagnes que vous menez, donc les campagnes de prévention, de sensibilisation. Qu'est-ce que vous faites en ce moment sur terrain, justement pour sensibiliser, pour inculquer, encore une fois, cette civilité aux citoyens? En matière de prévention, il y a des campagnes de matraquage, de sensibilisation. Donc nous avons des dépliants, nous remettons des dépliants, nous communiquons avec les citoyens, nous participons aux émissions, à travers par exemple votre émission, nous contribuons, on fait associer l'ensemble des partenaires, on collabore avec nos collègues de la gendarmerie nationale, avec les associations civiles, donc c'est avec toute la société civile et toutes les personnes qui peuvent intervenir en matière de sensibilisation. Maintenant, au-delà de la sensibilisation, il y a aussi des actions de répression qui sont menées. Il faut dire que maintenant, l'action répressive à l'endroit des motocyclettes, elle est engagée tout azimut.
Donc on a vu que si on continue sur cette lancée, il y aura beaucoup d'accidents. Donc vous avez constaté que, alhamdoulilah, il y a des résultats sur terrain. Il y a moins d'acrobatie, il y a moins de non-respect du code de la route, et il y a moins aussi de jeunes qui ne portent pas de casque. Surtout ça, parce qu'on le voit et ça choque, hein, vraiment. Inch'Allah, ça sera la même chose, ça sera là comme la ceinture de sécurité. Oui. Donc on va être derrière. C'est des citoyens qu'on veut sauver aussi. Surtout. Il faut avoir cette pensée positive. Il ne faut pas se dire qu'on est là pour sanctionner, mais en parallèle, c'est une jeunesse qu'on voudrait récupérer. Donc c'est beaucoup plus ça. On préfère les sensibiliser, les verbaliser, que de les laisser faire et de basculer dans d'autres délinquances. Parce qu'on constate que maintenant, il y a le non-respect du code de la route, on bascule dans l'atteinte à l'ordre public, dans la santé publique, dans la tranquillité publique. Mais si les jeunes continuent de cette manière, vont basculer dans la délinquance routière, dans la délinquance, dans la criminalité. Donc, raison pour laquelle il faut sensibiliser les parents. Il faut dire aux parents que vous êtes responsables de vos enfants, notamment durant la tranche de 16 ans à 18 ans, où l'amour de la motocyclette va merger chez l'enfant. Donc c'est à partir de là qu'il faudra le sensibiliser, à partir de là qu'il faut le dire, mes enfants, respectez le code de la route. Parce que s'ils apprennent à conduire dans l'anarchie, ils finiront dans la délinquance. Effectivement. Et nous, on ne va pas les laisser faire pour la simple raison qu'on veut récupérer cette jeunesse. Voilà, effectivement. Mais sinon, M. Razli, là, on a parlé un petit peu de la responsabilité des conducteurs, des piétons qui doivent quand même avoir un comportement plus rationnel dans les routes, mais il y a aussi l'état des routes, parfois, qui n'aide pas beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, c'est tout un environnement. Voilà. C'est tout un environnement. Donc, chaque chose doit être à sa place. Donc, si l'état des routes n'est pas bon, c'est évident qu'il va y avoir des accidents. Oui. Donc c'est le génie de la sécurité routière. Le génie de la sécurité routière, c'est que tout le monde peut intervenir. Il n'y a pas d'exclusion. Tout le monde peut intervenir dans son domaine. C'est la responsabilité de tous. C'est un sujet sectoriel. C'est un sujet multisectoriel qui nécessite l'intervention de tout un chacun. Donc je pense que la sécurité routière est un environnement dans lequel on doit évoluer en toute courtoisie, avec bien sûr l'implication de tout le monde. Effectivement. Alors là, donc, avec la rentrée scolaire et la rentrée sociale d'une manière générale. Donc là, c'est non seulement la rentrée scolaire, mais aussi tout le monde qui reprend un petit peu la vie, qui reprend donc la vie sociale. Donc, quelles sont un petit peu vos attentes? Qu'est-ce que vous comptez faire, encore une fois, pour lutter contre ce fléau? Les jours à venir, la saison à venir. Bien sûr, donc il y a des actions, un plan d'action qui est engagé par les services de police sur le plan opérationnel. C'est une présence policière continue, c'est une multiplication des patrouilles pédestres et motorisées, c'est une présence aux alentours des établissements scolaires, et c'est des campagnes de sensibilisation, et c'est des campagnes aussi de répression en matière de non-respect du code de la route. Donc il y a un plan d'action ambitieux. Donc maintenant, reste la contribution de nos chers citoyens à travers le respect du code de la route, à travers la courtoisie, à travers aussi le signalement de toute infraction, à travers le 1548 et les réseaux sociaux, notamment le Facebook. Donc nous sommes à l'écoute des chers citoyens et nous attendons beaucoup de leur concours. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Peut-être un dernier mot de sensibilisation encore une fois. Inch'Allah, le respect du code de la route. Soyons Inch'Allah optimistes. Et Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Rachid Razli, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes commissaire divisionnaire sous-directeur de la prévention et de la sécurité routière. Merci encore une fois. Et bon courage à vous. Merci à vous tous. Voilà. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à cette nouvelle filière qui ouvre ses portes donc aux lycéens. Il s'agit donc de la filière de l'art. Raouf Hamouch, lui, s'est intéressé au lycée des arts. Je laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Les artistes et les hommes de culture sont le miroir d'une société. Nous sommes dans le premier lycée national des arts, Ali Maachi, érigé à Alger. Une première dans l'histoire de l'Algérie. En effet, cet établissement secondaire recevra dès cette rentrée scolaire les jeunes dotés de la fibre artistique. Cette année, la filière art sera intégrée dans l'enseignement secondaire au sein du système éducatif algérien. Des commissions de sélection composées d'enseignants ont sillonné 50 wilayas dans le cadre de l'opération de sélection à laquelle plus de 1000 candidats ont pris part. 166 élèves ont été retenus pour le lancement de la filière art dans l'enseignement secondaire. La filière art comprendra 4 options, à savoir musique, art plastique, théâtre et cinéma.
La création de cette filière vise à développer et à encadrer les talents artistiques. Ces enseignants seront chargés de faire acquérir aux élèves des dimensions culturelles, historiques et esthétiques. En ce qui concerne la méthodologie, il est prévu d'adopter le même mode d'enseignement. Une structure éducative aux normes internationales. Cette école nationale des arts comprendra un internat. L'objectif est d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Dès la rentrée scolaire prévue le 21 de ce mois, des repas équilibrés et chauds seront servis aux élèves. La création de la filière art intervient en application des engagements du président de la République en matière de production intellectuelle, culturelle et artistique au service de la croissance économique. L'objectif est de concrétiser le changement escompté pour la diversification de l'économie nationale. La filière art se déroulera sur 2 ans d'études et sera composée d'un tronc commun lettres et d'un tronc commun sciences et technologies. Les élèves pourront acquérir toutes les connaissances qui leur permettront de développer leur potentiel artistique. Voilà, c'était donc un reportage de Raouf Hammouch, lui, qui s'est intéressé cette fois-ci au lycée des arts, donc à toutes ces graines d'artistes et qui peuvent rejoindre donc cet enseignement secondaire. Parlons encore une fois de l'enseignement des enfants, de la rentrée scolaire. Cette fois-ci, nous allons parler des troubles du langage chez l'enfant en compagnie de notre invitée, Madame Kahina Benakli Sahed. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes orthophoniste? Oui, je suis orthophoniste de formation et de profession. Allah Ibarak, marhaba bik. Alors, aujourd'hui, donc, chaque année, on s'intéresse un petit peu à l'encadrement des enfants d'une manière générale et aux enfants donc, qui ont des besoins quand même assez spécifiques, particulièrement les troubles du langage qu'on détecte d'ailleurs très jeune, hein, mais à l'école, ça se voit probablement un peu plus. Oui, le rôle de l'orthophoniste à l'école ou à la maternelle, c'est de détecter, de dépister, de diagnostiquer, en même temps d'orienter aussi et de se rapprocher auprès des parents pour détecter tout ce qui est trouble du langage oral ou langage écrit. Langage oral, c'est avant 6 ans, c'est à la petite enfance, et langage écrit à partir de le langage oral, généralement, on peut détecter à la maison, hein. Donc même les parents, ils peuvent généralement reconnaître. Non. À la maison, mais beaucoup plus aussi à la maternelle aussi, parce que la plupart des enfants maintenant, ils passent leur temps à la maternelle. Voilà. Oui, effectivement. Voilà, c'est pour dépister, orienter, et à l'école, beaucoup plus tout ce qui est langage, tout ce qui est apprentissage scolaire. Soit on parle de troubles du langage, on peut retrouver certains enfants qui présentent aussi des troubles du langage dans le sens ils parlent, mais sa phrase est c'est pas incohérente, mais elle est mal formulée sur le plan grammatical. Ça peut rentrer dans le retard de parole ou dans un trouble du langage. Autre. Ça peut être dans les difficultés scolaires, ce qu'on appelle la dyscalculie, mais à partir de la 2e, 3e année, la dysorthographie, la dyslexie. On peut détecter certains troubles du comportement aussi, là où il faut orienter chez un pédopsychiatre ou un psychologue et aider les parents et les orienter beaucoup plus. Alors justement, Madame Kahina, une fois que donc c'est un peu le travail de l'orthophoniste, mais il faut dire que l'orthophoniste n'est pas présent toujours au niveau des écoles et dans toutes les écoles et surtout à tous les niveaux. Et là, ça revient un petit peu à l'enseignant parce qu'il est en contact direct, particulièrement la petite enfance et le primaire parce que l'enseignant, il est là toute la journée donc, avec l'enfant. Donc lui, il arrive quand même à détecter certains troubles. Donc on fait appel à vous, n'est-ce pas ? L'enseignant, oui, c'est vrai qu'il détecte certains problèmes sans savoir ce que c'est. Oui. Il essaye d'alerter les parents. Quelque part, ils orientent les parents, surtout les directeurs. Mais l'orthophoniste, dans les établissements étatiques, il y a ce qu'on appelle l'UDS, l'unité de dépistage scolaire. Il détecte tout ce qui est problème scolaire. Mais dans les écoles privées, il y a des orthophonistes ou là des psychologues. Ils doivent faire une visite une fois par mois pour détecter, pas par rapport à la rentrée, mais on va laisser la chance à l'enfant au moins 1 mois, 2 mois pour évaluer et dépister. Voilà. Alors, est-ce que un petit peu ces troubles du langage, du comportement, est-ce que tous ces troubles-là
peuvent avoir un impact sur le rendement scolaire par la suite. Oui, oui, très important parce que même le retard de langage d'emblée dans la petite enfance, il peut y avoir des impacts par rapport au développement, à l'apprentissage scolaire. Pourquoi on prend très jeune? Pourquoi on prend les enfants troubles du langage précocement? C'est pour prévenir par rapport aux difficultés scolaires, parce qu'il peut se répercuter sur le rendement scolaire par rapport aux apprentissages scolaires. Par rapport à l'apprentissage, alors justement, l'avantage est là, c'est que les enfants, une fois dépistés, très vite, ils sont pris en charge et à un âge très jeune. Et comment se fait par la suite donc l'encadrement, la prise en charge de ces enfants? Par exemple, je reviens un peu en arrière, le dépistage à 5 ans, à 5 ans avant l'école, carrément, l'enseignante, elle peut repérer certains enfants qui écrivent mal ou qui comptent mal. Là, on ne peut pas parler de troubles, mais ça serait bien d'alerter ou d'attirer l'attention des parents ou le corps enseignant. Et là, on travaille avec l'enfant. C'est pour prévenir toute difficulté scolaire. Et là, la prise en charge est indispensable. Soit on fait un bilan orthophonique et un bilan psychologique, le QI, le test d'intelligence, pour voir est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre l'âge mental et l'âge réel, et on dépiste les difficultés. Est-ce que c'est un problème psychologique ou un problème d'apprentissage? Là, il faut une prise en charge importante. Il y a certains troubles qui disparaissent avec l'apprentissage, mais il y a certains troubles qui restent. Il faut prendre... il y a des enfants, par exemple, si on parle de la dysgraphie, c'est un trouble de l'écriture, il peut y aller jusqu'au lycée. On reçoit pas mal d'enfants au sein du cabinet. Donc ils peuvent en parallèle suivre un apprentissage normal, un cursus scolaire normal, et en parallèle donc suivre un petit peu les séances chez l'orthophoniste. Là, on parle d'enfants qui n'ont pas d'autres difficultés. Ce n'est pas à besoin spécifique. Mais comme on trouve aussi des enfants à besoins spécifiques, des autistes, des trisomiques, des IMC, qui peuvent faire une scolarité, mais aussi qui présentent ce genre de troubles, difficultés d'apprentissage scolaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle un cheveu sur la langue? Pardon? Qu'est-ce qu'on appelle un cheveu sur la langue? C'est le fait de ne pas bien prononcer. Ça peut rentrer dans la dyspraxie verbale. Voilà. Alors, est-ce que ça se corrige? Ça se corrige, oui. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de parents qui croient que c'est un traitement, c'est une séance ou deux, mais c'est une prise en charge à long terme. À long terme. Voilà. Et tout dépend du problème. Mais sinon, on rencontre aussi des enfants qui ont des difficultés à prononcer une lettre particulière, à prononcer par exemple des syllabes particulières. Ça se corrige aussi? Ça se corrige. Là, toujours à long terme? Là, on va dire que c'est le trouble le plus simple. C'est le trouble d'articulation. Avant 5 ans et demi, on ne touche pas. On laisse ce qu'on appelle la discrimination auditive ou l'autocorrection chez l'enfant. Mais on guide les parents comment travailler, comment corriger ce son-là. Mais à partir de 5 ans et demi, si l'enfant ne se corrige pas, là, l'orthophoniste, elle doit intervenir, et là, on va travailler toute cette zone. C'est une réelle rééducation, finalement, ce que vous allez faire. Parce que là, on touche le mode et le point d'articulation. Voilà. Donc finalement, pour ce qui est articulation, pour ce qui est, encore une fois, le fait de ne pas bien prononcer, ça n'a pas forcément un impact non plus sur l'apprentissage. Ça dépend des cas. Par exemple, j'ai eu un enfant où il ne prononçait pas le Q. Alors quand on travaillait, il prononçait. Mais quand il écrit comme il ne prononçait pas. Par exemple, qatta, il dit tata. D'accord. Comme il l'écrivait carrément comme il le prononçait lui, même si on a fait la rééducation, et ça a pris un peu de temps. Ça, c'est par rapport à la discrimination auditive. Donc finalement, chacun son cas, les enfants. Ça reste un cas par cas, chacun son rythme, il suffit juste il n'y a pas de protocole bien précis pour tout le trouble. Chaque enfant est un cas. Chaque trouble est un cas. C'est au cas par cas. Voilà, chaque situation, elle a un protocole de rééducation. Même si l'enfant présente plusieurs troubles, chaque trouble, il a un protocole spécifique. Mais sinon, là, j'ai envie de dire, le rôle des parents, le rôle des enseignants est primordial aussi, parce que vous ne le voyez pas tous les jours, alors qu'il est tous les jours à l'école, tous les jours à la maison. Et il ne faut pas qu'il y ait finalement rupture de cette rééducation, de ces séances d'orthophonie. Donc finalement, même l'enseignant, même les camarades aussi, peuvent jouer un rôle. Les enfants avec... Très, très important.
important l'intervention des enseignants et la collaboration avec l'orthophoniste. Quelque part, il y a certains orthophonistes. Moi, personnellement, je travaille avec des cahiers de correspondance ou carrément par email, où je me déplace carrément à l'école pour voir l'enfant, comment il évolue au sein de l'école. Et très important aussi d'attirer l'attention par rapport à la tolérance. Il faut que les enfants apprennent à accepter l'autre enfant qui a des difficultés, au lieu de se moquer de lui, au lieu d'être dans l'harcèlement, carrément l'harcèlement moral. Je parle c'est vrai que parfois le monde des enfants, il est un petit peu cruel, parfois. Mais on trouve aussi d'autres enfants qui sont vraiment prêts à accepter l'autre avec toutes ces différences. Quelque part, les enfants, ils reflètent l'image de l'adulte, l'image de l'entourage, les parents. Ce qui fait, c'est pas cruel, mais quelque part, ils reflètent un peu l'image de leur entourage. Mais aussi, ils sont très sociables. C'est des enfants qui aident beaucoup. Par exemple, au sein du cabinet, on regroupe pas mal d'enfants qui s'aident. Et les séances de groupe, elles sont très, très bénéfiques parce que là, les enfants, ils s'imitent entre eux. Et là, quand l'enfant découvre qu'il n'est pas le seul qui a ces difficultés-là, il est plus encouragé et encore, il est motivé pour travailler, surtout quand il s'agit d'enfants scolarisés à partir de 9 ans, 10 ans, quelque part, il rechigne, il veut pas venir en consultation, ou là, il veut pas carrément aller à l'école. On retrouve pas mal d'enfants qui présentent des difficultés psychologiques dues à cette difficulté d'apprentissage. Ils veulent pas aller à l'école, ils peuvent avoir des symptômes somatiques, ils vomissent, ils ont mal au ventre, les diarrhées, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Et là, c'est dû beaucoup plus par rapport à l'harcèlement, par rapport à l'acceptation de l'enseignante aussi. Si elle le marginalise, il est marginalisé, là, l'enfant, il présente des problèmes psychologiques. Mais dès qu'on règle le problème de l'entourage, l'enfant, il peut s'adapter. Mais aussi, il y a des enfants aussi qui s'adaptent normalement. Normalement, qui n'ont pas de problème. Ils acceptent leurs difficultés, mais aussi tout est le rôle de l'entourage. Voilà, le rôle de l'entourage. Donc, il est très important, finalement, de sensibiliser les autres enfants. Aussi à accepter l'autre, à aider l'autre. Voilà, à accepter l'autre et à accepter la différence, dans le sens où on est tous différents, même si on n'a pas de difficulté, quelque part on parle de différences individuelles. Même les parents, on les sensibilise par rapport aux différences individuelles, parce qu'ils ont tendance à comparer aux autres enfants. Ah, l'aîné n'était pas comme ça, le plus jeune n'était pas comme ça. Alors il faut sensibiliser par rapport à la différence individuelle. C'est vrai que même quand on est frères et sœurs, chacun son rythme aussi. Chacun son rythme. Et puis les frères et sœurs aussi, ils ont leur rôle à jouer, ils ont leur contribution aussi pour l'évolution de ces enfants qui ont des troubles, s'ils en ont, bien sûr, des frères et des sœurs. Oui, ils ont leur rôle, mais aussi sur le plan psychologique ou sur le plan orthophonique, on conseille beaucoup les parents. C'est vrai, aider, mais d'une façon indirecte, pour ne pas responsabiliser soit le frère aîné ou le plus jeune frère, parce que quelque part, ils se sentent obligés d'aider ce frère-là ou cette sœur-là qui a des difficultés. Mais il faut que ça soit... il faut qu'il y ait que ça soit naturel, il faut que ça vienne naturellement. Il ne faut pas responsabiliser les enfants parce que il va y avoir des impacts après. De toute façon, j'ai envie de dire, j'ai même l'impression que, parce que nous avons tous dans notre entourage des cas pareils, on voit que les enfants, même si on leur dit rien, même si on ne les responsabilise pas par rapport à l'accompagnement de leurs frères ou de leurs sœurs, ils se sentent eux-mêmes naturellement responsables et eux-mêmes. Donc, ils veulent à tout prix accompagner, aider, surtout quand ils sont plus grands. Voilà. Donc, parce que quelque part, toujours, on se retrouve à imiter les parents aussi. Voilà. À imiter, à vouloir aider les parents, à vouloir les décharger un peu. Parce que quelque part, les parents aussi, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont un peu fatigués, surtout quand ils travaillent. Voilà. Les enfants, ils aident indirectement, mais quelque part aussi, ça peut créer des jalousies. On s'occupe beaucoup plus de lui que de moi. Alors, il faut faire attention par rapport à ça. Oui, voilà, effectivement. Voilà. Alors, on revient un peu à la prise en charge de ces enfants par les orthophonistes. Donc, on a dit que chacun son rythme, donc il n'y a pas un protocole particulier, mais généralement, ça peut aller jusqu'à quelle période? Jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la fac. Il y a certains troubles, par exemple le bégaiement. Oui. Le bégaiement qui peut aller jusqu'à l'âge adulte. On reçoit pas mal d'adultes, étudiants. La dysgraphie aussi, c'est un trouble. La dysorthographie aussi, c'est un problème d'orthographe. Il peut aller jusqu'à l'âge adulte. La dyslexie, la dyscalculie, ça peut rentrer dans l'ordre, mais elle peut avoir d'autres conséquences aussi. Voilà, donc là, mot d'ordre, c'est vraiment de sensibiliser tous les acteurs, donc que ce soit les orthophonistes, les enseignants, les parents aussi, tout un entourage, afin de très vite dépister et surtout prendre en charge
très vite les ces enfants. enseignants et les enseignants aussi, parce que quelque part, il leur faut un enseignement spécifique aussi. Hein. Ils peuvent suivre un programme scolaire, mais à un certain rythme. Il faut savoir comment décortiquer le programme scolaire, l'opération elle-même, comment la décortiquer. Oui. Voilà. Surtout en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclairages sur donc des enfants qui ont besoin d'une prise en charge de la part de l'orthophoniste. Donc là, encore une fois, tous les acteurs sont concernés. Voilà, en tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ouargla en compagnie de notre ami Farhat Mouzaoui, lui qui s'intéresse cette fois-ci à l'éthique et la déontologie en compagnie d'un professeur universitaire. Et donc, on va y aller. C'est à toi, Farhat, et on se retrouve juste après. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission de Bonjour d'Algérie, depuis la station régionale de Ouargla. Aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir parmi nous M. Dahou Fodil, professeur à l'université de Ouargla. On parlera de l'éthique et de la déontologie dans les recherches universitaires. Mais avant ça, on commence avec une petite chanson de Ahmed Chkali. On revient juste après. Chanson pour se réveiller. Donc, Monsieur Dahou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie dans un premier temps de m'avoir invité. Et puis, comme vous l'avez souligné ici, c'est une remarquable chanson puisqu'en fait, elle permet de mettre en évidence la richesse de notre patrimoine immatériel. Oui, et surtout la culture telgui qui est... Exactement. Oui. Donc, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'éthique et de la déontologie, Monsieur Dahou. Oui. Et pour commencer, j'aimerais bien vous poser la question, dans le milieu scientifique, qu'est-ce que veut dire l'éthique et la déontologie? Je crois que dans un premier temps, avant d'aborder la question sous l'angle scientifique, on devrait en parler de manière tout à fait générale. Je tiens tout d'abord à préciser que l'éthique, en fait, est beaucoup plus générale que le terme de déontologie. Puisque la déontologie, si on essaie de la définir, c'est un ensemble de principes, un ensemble de règles qui régissent un corps de métier tel que celui des enseignants, des universitaires, des médecins, des techniciens. Et lorsque
vous devez respecter les principes de la déontologie, vous n'avez pas tellement le choix. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes obligé d'y adhérer. Alors que lorsqu'on parle d'éthique, c'est beaucoup plus vaste. L'éthique, en fait, elle vous permet davantage ce qu'on pourrait considérer comme étant une liberté de conscience et la liberté d'expression aussi. Lorsqu'on parle d'éthique, cela signifie que vous avez le choix. Soit vous adhérez, soit tout simplement vous refusez cette adhésion. Mais encore une fois, pour la déontologie, vous n'avez pas le choix. Soit vous acceptez de subir quelque part cet ensemble de règles, soit tout simplement vous démissionnez et vous partez. Pour l'éthique, non. Il y a davantage de liberté de conscience, vous faites ce que vous voulez. Ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il y a une sorte de question de morale, c'est-à-dire cette distinction nette qu'il y a entre le bien et le mal. Oui. D'accord. Donc on peut dire que dans l'éthique, on a le choix de choisir ce qu'on veut. Exactement. Pour l'éthique, il y a cette liberté de conscience qu'on ne retrouve pas dans la déontologie. Par rapport à l'aspect scientifique, c'est-à-dire que lorsque nous menons une recherche scientifique, nous sommes obligés de respecter un certain nombre de règles. C'est cela aussi l'éthique scientifique, mais beaucoup plus c'est perçu, je l'ai dit, sous l'angle de la morale. C'est-à-dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal en fin de compte. Quelles sont les limites qu'on ne doit pas dépasser. Il y a un certain nombre de frontières qu'on doit tout simplement respecter au niveau de la recherche scientifique. Dans la recherche scientifique, vous avez d'un côté le chercheur et puis de l'autre, vous avez ce qu'on a l'habitude d'appeler l'objet de la recherche. Mais lorsque vous avez affaire à un être humain, on ne peut plus utiliser le terme d'objet. À ce moment-là, on est obligé d'utiliser celui de sujet. Pour quelle raison? Parce que l'objet, il subit, alors que le sujet, il est responsable de l'action. Donc, du moment que c'est un être humain, on parlera de sujet, mais on parlera également de sujet pour un être vivant qui est l'animal. Vous voyez? Oui. Tout être vivant doit être considéré non pas comme étant un objet, mais comme étant un sujet. Monsieur Dahou, je sais bien que vous n'aimez pas les définitions. Et pourquoi ça? Mais j'ai l'impression que les définitions, en fait, elles n'expliquent pas. C'est-à-dire que leur explication n'est que partielle. Et généralement, lorsque vous définissez un terme à quelqu'un, il en est satisfait. Mais réellement, il n'a pas réfléchi à la question. Et très souvent, la définition, elle nous dit ce que la chose est. Mais en vérité, le plus intéressant, c'est qu'en même temps, elle nous dit ce qu'elle n'est pas. Lorsque vous dites, par exemple, ce verre est plein, peut-être que si vous me disiez que ce verre est vide, ce serait beaucoup plus intéressant pour moi parce que ça me permettra de développer davantage des idées. Donc les définitions, finalement, elles sont pratiques, c'est vrai. Elles servent beaucoup plus à la pédagogie, mais en fait, elles n'expliquent pas tout. Elles n'expliquent pas tout. Vous voyez? Dans les recherches universitaires, M. Dahou, quels sont les problèmes auxquels les chercheurs sont... je crois que tout ce que je vais dire pour le moment n'engage que ma seule responsabilité. J'ai très souvent dit qu'en Algérie, je parle de la recherche universitaire, et en tant qu'universitaire algérien, quelque part, j'ai toujours dit que nous étions victimes d'une triple insécurité. Premièrement, c'est une insécurité linguistique, puisque finalement, nous n'avons pas une véritable maîtrise des trois langues qui sont plus ou moins en vigueur au niveau de la recherche, donc que ce soit l'anglais, le français ou l'arabe, même s'il y a une politique évidente actuellement pour valoriser davantage l'anglais. Ensuite, nous avons, j'allais dire aussi, une insécurité scripturale. Beaucoup de gens parlent. Mais lorsque vous leur demandez de s'asseoir à un bureau, de commencer à rédiger, ça devient beaucoup plus difficile. Pour quelle raison? Parce qu'il s'agit de ramasser davantage ces idées. Et on fait une insécurité méthodologique. Nous avons du savoir en Algérie, mais le problème que rencontrent nos enseignants-chercheurs, c'est beaucoup plus le savoir-faire et le savoir-être. Vous voyez, donc c'est la première grande difficulté. Cette triple insécurité dont quelque part nous sommes victimes et que nous devons absolument dépasser. Il y a des efforts qui sont fournis. Il y a des efforts donc, de la part des chercheurs eux-mêmes, mais il faudrait savoir aussi qu'à l'époque actuelle, la recherche scientifique elle est devenue, c'est-à-dire un travail de recherche, mais de celui d'une équipe. C'est-à-dire un chercheur isolé, en fait, il ne peut pas aboutir à grand-chose. Oui. Donc, des fois, on a des problèmes de traduction aussi, lorsqu'on trouve les sources de recherche. Là, oui, c'est une chose qu'on devrait apprendre à nos étudiants lorsqu'ils sont initiés à la recherche, par exemple, que ce soit pour le mémoire de fin d'études au niveau de la licence ou alors au niveau du master. C'est-à-dire que, dans un premier temps, je dois me poser la question de savoir quelle est ma langue de travail. Si vous me prenez le cas, par exemple, mon propre cas, ma langue de travail, le français. Mais ça ne signifie absolument pas que je dois me limiter uniquement à cette langue. Lorsque j'entame une recherche documentaire ou bibliographique sur le net, je suis
obligés aussi d'aller voir d'autres sources langagières, ce qui est écrit en anglais, ce qui est écrit notamment en arabe. Et par rapport à l'arabe, des fois, nous avons un certain nombre de préjugés. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de documents en arabe, ce qui est totalement faux. Pourquoi? Parce que, vous venez de le dire, il y a certains pays arabes qui, en fait, ont commencé un processus de traduction, mais vraiment à court, moyen et long terme. C'est-à-dire que la plupart des traductions, c'est des traductions récentes. Et lorsque je dis récentes, c'est des ouvrages qui datent d'à peine 3 mois, 4 mois, 6 mois tout au plus, vous voyez. Et donc, nous sommes obligés de passer par la traduction qui constitue dans la recherche, justement, cette passerelle entre les différentes sources linguistiques ou langagières. Oui. Dans les sujets que propose l'université pour les chercheurs, sur quels critères vous choisissez ces sujets-là? Dans un premier temps, ce qu'il faudrait savoir, c'est que généralement, ce n'est pas tellement l'université qui propose. C'est-à-dire qu'il y a une certaine liberté d'initiative qui est laissée aux enseignants-chercheurs eux-mêmes. Mais, j'allais dire, à une échelle macro, nous avons quand même des orientations de la part du ministère et notamment de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. Nous avons ce qu'on appelle les PNR, c'est-à-dire le Programme national de la recherche. Il y a des grandes thématiques qui intéressent la société dans sa totalité, dans sa globalité. Et puis, nous sommes obligés justement de travailler quelque part par rapport à ces grands thèmes, à ces grands axes. C'est un peu aussi la même chose qui nous est demandée lorsque nous essayons de remplir le cahier de charge pour une formation doctorale. C'est-à-dire, voilà les préoccupations latentes de l'université, de la société algérienne, et nous essayons de répondre aux besoins et aux attentes justement de notre société. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de la recherche inutile et, je veux dire, qui ne profite pas, je veux dire, à la société dans sa globalité. Oui. Donc toutes les recherches effectuées sont utiles pour l'université et les chercheurs. En tout cas, nous essayons de les valoriser d'une certaine manière. C'est aussi la politique de notre ministère de tutelle. Oui. Monsieur Dahou, on va voir un petit reportage sur les structures pédagogiques de l'université de Ouargla, de notre cher collègue Neila Khalifa, et on revient juste après. L'université Kasdi Merbah de la wilaya de Ouargla a ouvert ses portes pour recevoir de nouveaux étudiants et boucler les inscriptions universitaires définitives, sachant qu'elle a compté l'entrée de 5600 nouveaux étudiants avec la création de 6 nouvelles spécialités scientifiques. Dieu soit loué, c'était bien organisé, chacun son rôle, c'est-à-dire qu'on a tout trouvé bien. Tout a été bien organisé cette année. Je me suis inscrit à la spécialité des énergies renouvelables pour y trouver un avenir. Nous avons été bien reçus dans les meilleures conditions. Toutes les mesures ont été prises et toutes les conditions ont été préparées pour le bon déroulement dans les délais impartis. Vraiment, on a trouvé la majorité des étudiants marchent selon l'organisation de leur dossier et pour cette raison, notre tâche était facile. Ce qui est nouveau cette année, c'est que le secteur des services universitaires a fourni à l'étudiant tout ce dont il avait besoin. Après les inscriptions pédagogiques, il va directement s'inscrire à la cité universitaire et à la bourse, et tout cela au même endroit. Et par conséquent, l'entrée universitaire se fait bientôt à la wilaya de Ouargla. Cela consiste à recevoir les étudiants dans toutes ses facultés. On vient de voir ce reportage, monsieur Dahou. Donc l'université de Ouargla a fait des efforts pour faciliter l'accès et les inscriptions. Certainement, mais je pense que ce n'est que la première étape, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de travail à mener. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le reportage touche à un des aspects de ce qui a été convenu d'appeler le PE. Le PE, c'est le projet d'établissement. C'est-à-dire que depuis l'année universitaire 2016-2017, en fait, toutes les universités sont appelées justement à produire le projet d'établissement pour 5 années, vous voyez, pour un mandat de 5 années. Et parmi ces aspects, il y a justement celui qui concerne l'intégration des étudiants, c'est-à-dire présenter un cadre, un environnement favorable pour qu'ils puissent justement intégrer la vie estudiantine le plus normalement du monde. Oui. Vous voyez. Et surtout pour les nouvelles personnes qui viennent à l'université, des fois il y a le choc entre le lycée et l'université, donc pour faciliter la chose. Exactement, vous appelez ça un choc, moi je le considère comme étant un véritable fossé. Oui. Pour quelle raison? Parce que je dirais qu'il y a un changement, il y a une évolution de la mentalité. L'éducation nationale a ses propres traditions, l'université elle en a d'autres. Et si vous me permettez juste une petite parenthèse ici,
ce que nous avons remarqué très souvent, c'est que s'il y a, entre guillemets, j'allais dire, un certain échec scolaire ou universitaire, ce n'est pas tellement dû, j'allais dire, aux compétences à proprement parler des étudiants. Non. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est beaucoup plus dû au temps mort. C'est-à-dire que finalement, la grande majorité des étudiants ne savent pas planifier leur action. C'est vrai. Vous voyez, ils remettent au lendemain ce qu'ils peuvent faire dès aujourd'hui. Et c'est pour cela que finalement, ça aboutit à un véritable échec. Ce qu'ils ont l'habitude d'appeler le fameux temps mort, le vide. Vous voyez, et le vide, quelque part, ça tue effectivement. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, Monsieur Dahou, on revient à la recherche universitaire. Oui. Monsieur Dahou, concernant la certitude et l'incertitude dans la recherche, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Ça, c'est une question véritablement intéressante. Pour quelle raison? Parce que très souvent, on attend de la science qu'elle puisse apporter des réponses. Alors que réellement, non. C'est-à-dire que finalement, il y a un paradoxe. Il y a une situation paradoxale parce que dans notre univers, je dirais qu'il y a ceux qui répondent, ceux qui donnent les réponses, et puis il y a ceux qui posent les questions. Eh bien, paradoxalement, et contrairement à ce qu'on pense, ceux qui donnent les réponses, ce sont les politiciens. Ceux qui posent les questions, ce sont entre autres les universitaires. Et les chercheurs. Ce sont les universitaires et les chercheurs de manière tout à fait générale. Et un véritable universitaire, c'est quelqu'un qui très souvent vous répondra « je ne sais pas ». Et puis il vous rajoutera quelques secondes après « je ne sais pas pour le moment, mais je vais rechercher ». Parce que s'il savait, quelque part, donc la recherche n'aurait aucune utilité en elle-même. C'est parce que je ne sais pas, c'est parce que je m'interroge, il peut y avoir justement cette avancée de la science. Donc un véritable expert, c'est quelqu'un qui réellement devrait être incertain à 95%. Ce qui ne fait pas l'affaire des politiciens, n'est-ce pas? Parce que vous êtes sur un plateau de télévision, on préfère dire que 90% de certitude. Mais réellement, non. C'est l'incertitude qui permet à la science d'avancer et d'aller de l'avant. C'est le véritable élan qui lui permet justement de prendre toutes ses potentialités, de les mettre en évidence. Oui. Donc sur ce, on peut dire que pas toute recherche universitaire aboutit à un résultat. Je crois que même si le résultat est considéré comme étant négatif, c'est positif en soi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une façon de dire à quelqu'un, écoutez, nous avons emprunté cette piste, elle conduit à une impasse, ce n'est plus la peine de dépenser toute votre énergie intellectuelle à l'emprunter vous-même, à la poursuivre. Donc veuillez trouver une autre voie. Donc un résultat négatif en lui-même n'est pas négatif. Oui. N'est pas négatif. Et c'est pour cela que s'il y a une certaine forme d'incertitude par rapport à la science, mais il y a aussi une certaine forme d'optimisme. Il ne faudrait pas être pessimiste lorsque vous entamez la recherche. Et parce que tout au long de l'histoire de l'humanité, là aussi, c'est un préjugé. Ce sont des idées qu'on a toujours eues. Réellement, j'allais dire, les plus grandes découvertes ont été beaucoup plus dues au hasard, non pas un véritable programme. Vous voyez, même si on a la tendance à se programmer, mais véritablement, c'est le hasard qui fait que nous avons débuté ou alors sur tel ou tel aspect plutôt que sur tel autre. Oui, c'est vrai. Donc, des fois, on trouve dans les mémoires ou les recherches universitaires des fins ouvertes. Donc, est-ce que le travail n'est pas fini ou c'est voulu? Là aussi, c'est une question tout à fait pertinente. Dans la recherche scientifique, il ne peut pas y avoir d'achèvement. C'est-à-dire qu'un travail, au plan de la forme, il peut être fini, terminé. Mais par rapport à l'idée qu'il véhicule, en fait, la recherche scientifique, c'est une chaîne immense. À chaque fois, vous rajoutez un maillon. Et c'est pour cela que dans la conclusion, en fait, véritablement, elle ne peut être couverte. C'est-à-dire tout simplement entamer des recherches ultérieures qui viendront par la suite. Bon, maintenant, nous parlons de la recherche scientifique de manière générale, mais c'est que là aussi, la recherche scientifique, on peut la catégoriser. C'est-à-dire, il peut y avoir la recherche fondamentale, la recherche purement théorique, il peut y avoir aussi une recherche appliquée, une recherche action. Oui. Et c'est la recherche action, par exemple, dans le domaine didactique qui fera qu'on va répondre à telle ou telle préoccupation, par exemple, du monde ou de l'univers de la classe. Donc, il ne faut pas voir la recherche scientifique dans sa globalité. Non, il y a des catégories. Et c'est en fonction de ces catégories-là qu'on vous demandera, c'est-à-dire il y aura obligation de résultat ou pas. Voyez. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'objectivité et la tolérance dans une recherche? Personnellement, je ne crois pas trop à l'objectivité. Pour quelle raison? Parce que le début d'une recherche scientifique, c'est d'abord ma pleine subjectivité.
La fin d'une recherche scientifique, c'est aussi une pleine subjectivité, mais c'est une subjectivité seconde. Entre la première subjectivité et la subjectivité finale, en fait, il y a une tendance à l'objectivité. C'est pour cela qu'au lieu de dire « je suis objectif dans mon travail », je préfère dire « j'ai une tendance ou une position objectivée », c'est-à-dire « je tends vers l'objectivité », mais je sais que je n'y arriverai pas. Bon, pourquoi est-ce que je ne crois pas trop à l'objectivité ? N'oubliez pas que la subjectivité, l'objectivité, c'est un héritage de la pensée cartésienne. C'est Descartes qui réfléchissait de la sorte. Tout à l'heure, nous parlions de patrimoine immatériel. Oui. Là aussi, c'est un patrimoine, en fait, que nous a légué quelque part le monde occidental. Et c'est pour cela que certains préfèrent, entre autres les Canadiens, remplacer le terme d'objectivité par celui de tolérance. Je suis beaucoup plus tolérant. C'est-à-dire que lorsque la tolérance, ça ne veut pas dire que j'accepte. Ça veut dire que j'ai compris. Et en tant que tel, j'admets qu'il y ait l'existence de telle ou telle chose. Donc, l'objectivité, finalement, elle n'existe pas réellement. Elle n'existe pas. Donc, on préfère être beaucoup plus tolérant. Non pas, encore une fois, adhérer, accepter pleinement, non, mais je comprends votre souci, je partage pleinement quelque part votre manière de voir et de faire, et par conséquent, je la respecte. Vous voyez ? Donc, nous sommes donc dans l'éthique. Le fait de respecter, c'est déjà de l'éthique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous donner un conseil ou une consigne pour le chercheur ? Je crois que dans un premier temps, lorsque nous parlons de l'éthique scientifique, nous sommes obligés de revenir au concept de l'intégrité. Quelqu'un qui est intègre, cela signifie qu'il est entier, psychologiquement entier, rien qui lui manque. Et par conséquent, le premier conseil que je donnerais, c'est celui d'être honnête d'abord envers soi, avant de l'être envers les autres. Voyez, c'est-à-dire une certaine générosité pour ma propre personne. Et si je suis suffisamment généreux pour moi-même, je suis sûr et certain de pouvoir l'être par rapport aux autres. Vous voyez, c'est la simplicité même. C'est la simplicité même, oui. Monsieur Dahou, on va un petit peu changer vers... Pour nous et pour nos chers téléspectateurs, on va survoler un petit peu Ouargla ensemble. On revient juste après. Monsieur Dahou, qu'est-ce que vous en pensez de Ouargla vue du ciel? Moi, j'aimerais bien revenir à la première image. Est-ce qu'il s'agit d'un coucher du soleil ou d'un lever du soleil? C'est un coucher de soleil. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si je devais utiliser un terme concept, je préfère utiliser celui de crépuscule. Oui. Et lorsqu'on parle de crépuscule, généralement, la totalité des gens, ils pensent au coucher du soleil. Oui. Alors qu'en français, nous disons bien, il y a le crépuscule du jour, mais il y a aussi le crépuscule de la nuit. Oui, c'est vrai. Ils se ressemblent un petit peu. Ils se ressemblent, bien entendu, oui. Monsieur Dahou, parlons du concept.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le concept de l'éthique et de la Puisque nous sommes en train déontologie? de parler, l'éthique en elle-même, c'est déjà c'est un concept. Le concept, finalement, c'est un élément qui est tout à fait nécessaire à la recherche scientifique. Pour quelle raison? Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de concept? Généralement, lorsqu'il n'y a pas de concept, cela signifie que j'ai tout simple ma pensée, ce n'est qu'une simple opinion, un point de vue, ou alors tout simplement c'est du bavardage. Vous voyez, donc en l'absence de concept, en fait, tout discours scientifique se limite tout simplement à du bavardage. Donc le concept me permet d'imaginer, me permet de me donner une représentation beaucoup plus exacte du phénomène que j'étudie. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle de concept, on parle de terminologie, donc à la fois de précision et d'exactitude. Je vais vous donner un exemple. Et très souvent, nous avons des termes qui sont plus ou moins synonymes. Vous prenez le terme épreuve, vous prenez celui d'expérience et vous prenez celui d'essai. On a l'impression que l'essai, c'est une expérience, l'expérience, c'est une épreuve. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est la même chose, mais la finalité n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'on doit être pris ici exact. Lorsqu'on parle de l'épreuve, ce qui m'intéresse, j'allais dire, c'est beaucoup plus la qualité de la chose. Lorsque je parle d'une expérience, ce qui m'intéresse, c'est la vérité ou la véracité de la chose. Alors que lorsque je parle de l'essai, ce qui prime, c'est l'usage que je veux faire de la chose. Donc, plus le concept est précis, et mieux ça vaut, et on pourra aboutir à des résultats beaucoup plus pertinents. Et beaucoup plus meilleurs. Exactement, oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va bientôt aboutir à la fin de notre émission. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nous et aux chercheurs comme mot de fin? Je pense que tout à l'heure, j'avais dit que dans un premier temps, il s'agit tout simplement d'être honnête envers soi et honnête envers les autres. Oui. Pour quelle raison? Parce que si le chercheur ou l'enseignant-chercheur n'est pas honnête, à quoi est-ce que ça va aboutir? Ça va aboutir à la falsification des résultats. Et dans une certaine manière, nous allons aboutir au phénomène très très regrettable qui est celui du plagiat. Vous voyez, qui est celui du plagiat, de la falsification des résultats, parce que tout simplement, j'ai abouti à des résultats négatifs, je pense que ce n'est pas bon, donc je vais en quelque sorte les transformer et les déguiser. Donc l'honnêteté et l'intégrité intellectuelle avant toute chose. Et puis surtout, le chercheur est d'abord au service de la société, de la collectivité. Il ne faudrait absolument pas l'oublier. Vous avez touché un point très très intéressant, c'est le plagiat. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on trouve toujours dans des recherches, beaucoup de recherches qui sont refusées à cause de ça, du plagiat? Le problème, c'est que là aussi, on risque d'ouvrir une parenthèse, c'est que très souvent, je dis qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle un effet de mode et un mouvement de mode. Et je dirais que le plagiat à l'heure actuelle est tout simplement un effet de mode. C'est-à-dire que tout le monde parle de plagiat, donc même le monde universitaire se met à parler du plagiat. C'est-à-dire que pour moi, j'ai toujours considéré que le plagiat n'est pas une finalité en soi, c'est tout simplement un signe avant-coureur, un signe précurseur. C'est un signe qui montre tout le mal qu'il peut y avoir dans le fonctionnement d'une machine. Il y a un dysfonctionnement. Le plagiat est là pour dire attention, quelque chose ne va pas. Et c'est pour cela aussi que je pense que dans une certaine mesure, notre ministère de tutelle, on était tout à fait conscient. Donc, il nous avait donné comme instruction l'instruction suivante. Écoutez, le plus important n'est pas tellement de sanctionner. Vous voyez, et c'est beaucoup plus d'essayer de prévenir le plagiat. C'est-à-dire donner toutes leurs chances, toutes leurs compétences, leurs capacités aux gens pour qu'ils puissent ne pas justement produire du plagiat. S'il y a un phénomène de plagiat, c'est parce que quelque part, il y a une stagnation des idées. C'est parce que quelque part, j'allais dire, il y a une liberté de conscience, une liberté d'expression qui est plus ou moins limitée. Donc le plagiat en lui-même n'est pas une finalité, non. C'est un signe avant-coureur, c'est une façon de diagnostiquer un phénomène, mais qui puisse nous permettre d'aller de l'avant. Mais ce qui vient avec le plagiat aussi, c'est que quelque part, vous savez, à l'heure actuelle, dans le système LMD, il fait que depuis quelque temps, il y a ce qu'on appelle le classement des universités. Et nous avons l'impression que plus un chercheur est cité, et mieux ça vaut pour lui, parce qu'il y a de l'avantage de la reconnaissance. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ne sont pas cités,
qui sont prestigieux, qui font de la recherche prestigieuse. Il y a des gens, parce qu'ils ont ciblé tel ou tel aspect, ils sont cités des centaines et des centaines de fois, sans que ce soit vraiment utile à la société. Donc, quelque part, les gens, parce qu'ils veulent être cités, des fois, ils retombent dans le phénomène du plagiat. Vous voyez, ce classement, oui. Merci, M. Dahou, pour toutes ces informations et merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Le plaisir à partager. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour une autre émission depuis la station régionale de Ouargla et je vous laisse avec cette chanson de Ousmane Bali. Merci beaucoup Farhat. Donc Farhat était parmi nous à partir de Ouargla. Merci à toi, merci à ton invité donc, pour ce débat surtout philosophique, n'est-ce pas ? Plutôt philosophique comme débat. Oui. Voilà. Alors, nous recevons nos invités ce matin, à savoir Madame Shafiqa Belghanem. Bonjour, bienvenue à vous. Je vous remercie, bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Marhaba bik. Alors, vous êtes directrice d'études au Conseil national économique, social et environnement. Parmi nous également, Monsieur Wari Abdelhamid, vous êtes chef de division des ressources informationnelles et simulation. Nous allons nous intéresser à la 6e édition du recensement, n'est-ce pas, qui va démarrer demain. Alors, le recensement général donc, de la population et de l'habitat, quelle est son importance aujourd'hui ? Très bien. Donc, l'Algérie s'apprête en fait cette année à réaliser son 6e recensement général de la population et de l'habitat qui se déroulera à partir de demain jusqu'au 9 octobre, soit une période de 15 jours. Mais avant de parler de son importance, j'aimerais bien donner une définition d'une manière générale. Oui. C'est quoi le recensement ? Donc le recensement est défini par la loi 8609 du 29 juillet 1986 comme étant un inventaire exhaustif effectué à une date donnée, la population de l'habitat, de la population, de l'habitat et de leurs caractéristiques socio-économiques. Il consiste en fait en un recueil d'informations statistiques nécessaires à la définition et à l'élaboration des plans nationaux de développement. Donc l'Algérie elle est à son 6e recensement, après celui de 66, le premier, le deuxième en 77, le troisième en 87, le quatrième en 98 et le dernier était en 2008. Donc par rapport à l'importance, en fait, le slogan adopté pour cette 6e édition du recensement, recensons notre présent pour construire notre avenir, c'est pour vous dire l'importance du recensement général dans la vie d'un pays. Voilà, effectivement. Donc là, nous allons aboutir à des chiffres, nous allons aboutir quand même à des situations particulièrement donc socio-économiques, socio-professionnelles donc de la population. Certainement, on va dépasser les 45 millions. On le verra bien. Le recensement va le confirmer. Vous savez ce que j'étais en train de me dire ? Oui. J'étais en train de me dire, le sélectionneur national, cette année, il n'aura pas 45 millions d'entraîneurs, il va en avoir peut-être 50 millions probablement pour cette année. Alors justement, revenons un petit peu à ces chiffres. Donc le CNES, il est partenaire, il joue un petit peu le rôle de conseil, de partenaire donc, dans cette opération. Et vous serez donc chargé un petit peu de l'interprétation de toutes ces études, mais surtout de proposer, on va dire, des stratégies par rapport à la gestion donc socio-économique de la population d'une manière générale. Effectivement, ça rentre un petit peu dans l'intérêt du recensement comme source d'informations essentielles qui nous permettrait d'avoir des informations détaillées, comme l'avait dit mon collègue, M. Wari, sur la situation, sur les caractéristiques de la population, la répartition de la population sur le territoire. Là, on aura des informations très détaillées et exhaustives. Il faut dire que le recensement, c'est une opération exhaustive qui est menée auprès du millage. Donc, on couvre tous les millages, toutes les constructions. Et donc, cette opération exhaustive nous permettrait d'avoir des informations sur pas mal de variables, à savoir la situation démographique, la fécondité, la nuptialité, les décès, les mariages, aussi l'immigration, la mobilité interwilaya, la mobilité à l'étranger, voilà. Et on peut avoir aussi des informations sur la scolarité, l'éducation, sur l'activité économique, Et toutes ces informations, qu'est-ce qu'elles nous permettent ? Elles nous permettent d'avoir un petit peu une situation claire sur le niveau de vie de la population. Et c'est ça qui nous permettrait, au plan politique, de placer les priorités nationales
de connaître les besoins essentiels, de repérer les écarts de développement entre les régions et les communes, entre les zones, et aussi, comme l'avait dit aussi M. Ouari, de nous permettre d'avoir de l'information pour donner des évaluations ou des indications du moins sur la mise en œuvre de certains nombres de plans qui sont mis en place. Et la plus grande information, on peut intégrer, si je peux dire, c'est aussi que nous, on est en phase de réforme, surtout les réformes de la politique sociale, on en parle, la réforme des subventions, et ça nous permettrait un petit peu de cibler les vulnérabilités et d'identifier c'est qui le pauvre en Algérie, de le localiser géographiquement et de nous permettre de construire des outils, des mécanismes de ciblage qui nous permettraient de mettre des politiques en œuvre, d'identifier, de conceptionner des politiques plus pertinentes et de les mettre, de les appliquer d'une manière plus efficace. Globalement, c'est ça sur le... Voilà. Alors il faut dire aussi, M. Ouari, que comme vient de le souligner Madame, que c'est quand même des informations très importantes que nous allons avoir. Il faut dire que l'ONS, donc l'Office national des statistiques, nous donne quand même annuellement des chiffres, mais là ça va être plus profond. Donc le travail il est encore beaucoup plus important. Alors comment les agents comptent s'y prendre sur terrain pour recenser toutes ces informations? Oui, donc c'est en fait le RGPH, le recensement, la 6e édition de recensement, c'est une opération d'envergure nationale. Donc elle permet justement de produire des informations désagrégées au niveau le plus fin, c'est-à-dire à l'individu, et connaître toutes ses caractéristiques et ses conditions de vie. Pour donc l'envergure de cette opération demande beaucoup de moyens que l'État les pouvoirs publics ont mis en place pour sa réalisation. Donc un budget d'environ 5 milliards de dinars a été dégagé par les pouvoirs publics pour pouvoir financer donc l'ensemble des frais logistiques liés à cette opération statistique tant structurante, et aussi donc des moyens humains importants ont été mis en place. Plus de 53 000 agents recenseurs donc seront sur le terrain à partir de demain pour opérationnaliser en fait ce recensement, et plus de 2000 contrôleurs qui seront donc en aide à ces agents recenseurs pour pouvoir recenser en temps voulu cette information. Alors effectivement, M. Ouari, donc là, oui, allez-y. Si vous me permettez juste comme un petit ajout, c'est que l'innovation pour cette 6e édition, c'est que c'est pour la première fois que la collecte de l'information ne se fait pas sur le questionnaire papier, mais se fait automatiquement en utilisant les tablettes. Voilà, donc un peu c'était vraiment la remarque que Mina Abed, c'est notre Miss Météo. Elle a fait ce matin. Elle me dit super, ça va se faire avec des tablettes. Bon, certainement aujourd'hui avec la démocratisation donc, des technologies. Effectivement, 53 000 aussi tablettes ont été donc mobilisées pour accompagner les agents recenseurs dans le recensement. Exact. Donc chaque enquêteur est mené d'une tablette connectée à Internet à 4G avec une carte SIM 4G, et les données qui seront saisies donc seront directement transférées sur des serveurs pour le stockage, sur des serveurs sécurisés pour leur stockage. Donc cette innovation, comme elle vient de dire ma collègue, elle permettra donc un gain de temps très très important, et aussi donc de jouer sur la fiabilité des données. Donc on aura des données beaucoup plus fiables, d'éviter des erreurs d'éviter des erreurs de saisie. De saisie surtout. Exactement. Et puis faciliter la collecte, le traitement de l'information. Exact. Et on aura sur la tablette certainement un programme de filtre quand il y a ce qui assure un peu la cohérence des données. Comme je reprends l'exemple qu'on a discuté tout à l'heure, c'est que si on a un enfant, on recense un adulte et on essaye de remplir la case qui est attribuée à la scolarisation. Là, il y a un problème. Donc c'est ça, la fiabilité des données. On revient à l'objectivité des données. Alors, je voudrais une parenthèse par rapport à l'objectivité des données. Un process qui est quand même objectif. Où il y a de l'objectivité, finalement. Voilà. Alors, justement, Monsieur Ouari, donc on voit qu'il y a quand même des moyens colossaux qui seront mis donc, sur terrain à partir de demain pendant 15 jours, mais tout cela doit être encadré quand même par une stratégie
bien étudié auparavant, n'est-ce pas? Exact. Donc, sur le plan fonctionnel, l'organisation de ce 6e recensement du RGPH est encadrée aussi par un autre texte donc réglementaire, les décrets exécutifs 21 465 portant l'organisation de ce recensement qui a institué en son sein donc 3 comités. Le comité national qui est présidé, ce comité est composé donc du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales en qualité de président et du ministre de la numérisation et des statistiques en qualité de vice-président, mais aussi du directeur général de l'ONS qui assure le secrétariat technique de ce comité. Il y a aussi donc un comité au niveau de chaque wilaya, présidé par le Wali, et un comité au niveau de chaque commune, présidé par le PAPC. Ces 2 derniers comités bénéficieront bien évidemment de l'appui technique des antennes régionaux de l'ONS sous la supervision d'un comité technique opérationnel installé au niveau de l'ONS. Voilà, alors Madame El-Ghanem, là nous avons vu un peu tous les moyens qui seront déployés sur terrain. Donc les agents feront du porte-à-porte, n'est-ce pas? Donc ils vont aller directement taper aux portes des citoyens pour collecter toutes ces données. Donc là, la contribution du citoyen est très importante. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une opération exhaustive qui sera menée auprès de toute la population et on fera du porte-à-porte. Et il y a des enquêteurs qui ont été formés pour approcher les gens, pour savoir bien poser les questions, pour s'assurer que le citoyen a bien compris les questions et on aura des réponses en conséquence pertinentes par rapport à ça. Et ici, dans l'opération du recensement, la clé de la réussite du recensement, si le citoyen, si notre partenaire, si le partenaire en fait, si ce n'est pas l'acteur principal de l'opération statistique. Et là, je pense qu'il y a une conscience, il y a une forte sensibilisation de cette opération vis-à-vis de la population, de dire que ça ne peut être que bénéfique pour tout le pays, pour nous-mêmes, en tant que citoyens, pour pour avoir plus de visibilité. Et l'importance de cette opération, je pense que n'est pas à démontrer même auprès de la population, auprès des gens, et ils connaissent maintenant la nécessité d'être dans un comportement, si je peux dire, dans une contribution positive pour réussir l'opération, une grande opération de cette complexité en fait. Voilà, et justement la contribution du citoyen est très importante. Mais donc là il y a une campagne de sensibilisation, d'information pour informer la population quant à l'importance donc de ce recensement. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, rassurer un petit peu les citoyens, parce qu'aujourd'hui c'est pas n'importe qui va vous ouvrir sa porte, qui va vous recevoir, on vous connaît pas, peut-être qu'on n'a pas eu l'information, peut-être qu'on n'est pas là, on travaille, donc comment cela sera géré? En fait, les recenseurs ont été très bien formés pour faire ce genre d'opération, et les recenseurs sont généralement au-dessus des communes, au minimum des communes dans lesquelles ils vont exercer. Donc ils sont connus par tout le monde. Donc ça va se passer dans une ambiance, on va dire, en bonne famille, et les gens donc vont répondre d'une manière très spontanée et naturelle. Donc l'ONS a une longue expérience dans ce genre d'enquête, et donc ça ne risque pas de poser de problème, et ça va se dérouler d'une manière très très spontanée. Je pense qu'il y a un protocole même dans ça, c'est-à-dire qu'il y a un protocole qui est soumis à l'enquêteur, dire par quoi il faut dire, même on leur prépare même des phrases pour s'introduire auprès du ménage, et pour mettre les gens à l'aise, pour leur expliquer avant de commencer les questions, pour leur expliquer à quoi ça sert ce recensement, il consiste en quoi, et surtout à quoi ça sert. Et là, les gens vont voir, les familles, les personnes vont voir que c'est une opération qui va toucher tout le monde, son voisin, sa famille, et donc il n'y a pas de raison pour qu'ils s'écartent de
de l'ambiance. De l'ambiance, de l'environnement. Mais sinon, donc, dans 15 jours, on aura les premiers résultats qui seront donc après traités. Alors vous, autant que CNES, autant qu'institution, donc vous êtes partenaire de l'ONS comme tant d'autres institutions d'ailleurs qui prennent part à cette opération. À votre niveau, quel sera le devenir de ces chiffres? Très bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les informations recueillies du RGPH permettront de contribuer à répondre aux besoins de planification, de mise en place et d'évaluation et de suivi des différents programmes de développement au niveau national et local. Donc le RGPH représente en fait un outil d'aide à la décision pour les pouvoirs publics. Et aussi d'élaborer une base de sondage pour toutes les enquêtes statistiques ultérieures auprès des ménages. Comme aussi, donc ces résultats permettront de satisfaire les besoins des études et des analyses de recherche. Donc à ce titre, les résultats du RGPH sont importants et sont très attendus au niveau du Conseil national économique, social et environnemental, qui est une institution consultative et un cadre de dialogue, de concertation et aussi de proposition. Donc pour les missions de CNES, donc l'une des missions de CNES est d'initier toute étude visant l'évaluation de l'efficience des politiques publiques. C'est dans ce cadre donc, que ces données seront utilisées par le CNES pour l'évaluation des politiques publiques. Et puis même pour les étudiants, pour les recherches, pour les universitaires, exactement, n'est-ce pas? Donc ça pourra être une base de données très intéressante pour effectuer plusieurs recherches. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite très beaux 15 jours. Merci. Ça va être beaucoup de pression durant ces 15 jours, n'est-ce pas? Ou vous, c'est après? Non, c'est pendant et après. Exact. C'est après. Il y a trois phases dans la conduite du recensement. On est surtout une partie très prenante dans la phase de l'utilisation et l'exploitation des résultats du RGPH. En tout cas, on vous souhaite une très belle continuation. Merci à vous, Madame Chafik Abdelghanem. Donc, je rappelle que vous êtes directrice d'études au Conseil national économique, social et environnement. Et Monsieur Wari Abdelhamid, vous êtes chef division des ressources informationnelles et simulation. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la culture. Nous allons aller du côté de la médiathèque Mustafa Kateb, là où se tient une très belle exposition de peinture et série d'Assoud Hamouda qui nous y emmène. Une exposition vente d'ustensiles en poterie, de bijoux, de tenues traditionnelles, d'objets d'art, de cuir et des tissages. Ici au centre culturel Mustafa Kateb, l'exposition met en exergue un savoir-faire perpétué au fil des générations par les artisans et qui permet aux visiteurs de découvrir des produits réalisés à la fois avec passion et dextérité. En organisant des événements, des expositions, dans l'objectif de commercialiser le produit. Parce que le premier problème qui se pose chez ces artisans, c'est la commercialisation du produit. Benzina Salahuddin, spécialiste dans la transformation du cuir, il fait partie des 450 000 artisans immatriculés au niveau des chambres d'artisanat et des métiers. Récemment, il a créé une coopérative qui vient répondre à certains problèmes que rencontrent les professionnels de l'artisanat. La coopérative algérienne des métiers d'art et de l'artisanat, c'est une entreprise artisanale qui regroupe un nombre d'artisans professionnels dans différents métiers d'art, dans plusieurs buts, la promotion et la valorisation, ainsi que l'aide aux commercialisations à travers les expositions et salons nationaux et internationaux. Ainsi que l'acheminement des différentes matières premières et différentes machineries pour nos artisans adhérents de la coopérative. نخدم مع لي زارتيزون لي فامي اللي ينتجوا لي طابي كما معروف غردايه مشهوره بالنسيج زرابي. On est le trait d'union entre les artisans tisseuses et le client final. Depuis les années 2000, on a senti que ce patrimoine était menacé, donc on a repris le flambeau. Les tapis de Ghardaya sont faits main pour réaliser le tapis style de Beni Yezgen ou la Gandoura Mozabit. Il faut plusieurs mois de travail.
Nous avons hérité ça de nos aïeux. Mon arrière-grand-père et mon grand-père étaient vendeurs de tapis. Aujourd'hui, en plus du marché local, on essaye d'exporter nos tapis vers l'étranger. Ce genre de manifestation commerciale demeure incontournable pour un secteur dit stratégique pour le pays. Là est l'occasion de valoriser la qualité des produits artisanaux locaux et le génie créatif de leurs concepteurs. Et voilà, c'était donc une très très belle exposition qui s'est tenue au niveau donc de la médiathèque Mustafa Kateb Seriles Ould Hamouda qui nous y a emmené. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un plat, on vous le disait ce matin, une salade plutôt qu'on retrouve tout au long de la saison estivale, tout au long de l'année, on va dire, mais plus la saison estivale, plus Ramadan, puisque c'est une salade très très fraîche et justement parce qu'elle est typique, parce qu'elle représente le patrimoine culinaire algérien, que tout un festival lui a été consacré, le festival de la Chleta. L'organisateur est parmi nous ce matin. Monsieur Aziz Barouche, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Chleta. غادية. Absolument. Et parmi nous également une membre de l'association Femmes Rurales de Atliala. Alors il s'agit de Sabah Zouaj. Bonjour Sabah. Bonjour. Sabah, vous êtes magnifique. Merci madame. Vous êtes très jolie. Merci pour l'invitation. Moi aussi je suis très ravie de vous recevoir, d'autant plus que félicitations pour tout le beau travail que vous faites sur terrain, mais surtout de donner la chance à la femme rurale de montrer tout son savoir-faire, parce que c'est vrai qu'elle fait un travail magnifique, n'est-ce pas? Donc de la poterie, de l'art culinaire, de la broderie, la tapisserie, vraiment on retrouve tout. Hein. Oui. Voilà. Alors avant de parler, pardon? L'agriculture. L'agriculture, oui, effectivement, l'agriculture. Et alors avant de parler donc de tout ce que la femme rurale fait, de tout ce qu'elle fait de magnifique. Surtout, revenons un petit peu à ce festival de la Chleta qui s'est tenu au mois d'août dernier. Le 18, donc c'est la 15e édition. C'est carrément instauré comme une tradition. Une tradition. Depuis 2006, on s'est arrêté à cause du Covid, les 2 années, et on a repris cette année. C'est la 15e. Ça a drainé énormément du monde. Ils attendaient avec impatience cette fête, la fête de la Chleta. On a eu, grâce aux femmes d'Itiana, qui ont participé à cette fête, qui nous ont concocté la Chleta, la bonne Chleta. Comme vous dites, c'est une Chleta à base de filfil, tomates et agron. Voilà. En huile d'olive. Agron, Tout. Après, c'est pas celui de boulanger, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Sinon, elle perd tout son goût, la Chleta. Alors, si on consacre tout un festival à la Chleta, on comprend que la Chleta a déjà une place très particulière dans l'art culinaire algérien et surtout une grande variété de la Chleta. Parce qu'on parle de Chleta, on parle de hmes, on parle de filfel, on parle de slata filfel, on parle de... N'est-ce pas? Oui, ça dépend de chaque région. Chaque région. L'interprète. Mais chez nous, elle est connue sous la forme de Chleta. Mais les autres l'appellent hmes, on compte Kabylie, c'est le filfil. Mais la base est la même. Voilà. C'est toujours les mêmes ingrédients, n'est-ce pas, qu'on retrouve Sabah. Donc c'est toujours le poivron, la tomate, et puis d'autres ingrédients peuvent aussi s'inviter. Bien sûr. De l'ail, des oignons. Après, on a un poivron très spécial qui s'appelle boulhaf. Notre région est connue par ce poivron. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qui fait qu'il soit différent? Il est très délicieux. James Kabar. Il est spécial. On prépare avec ce poivron une très belle Chleta. Oui. Alors, il est mi-har, mi-doux. D'accord. Donc ça va à tous les goûts. Donc ceux qui ne tolèrent pas beaucoup le har, ça va. Tout le monde peut le tolérer. Mais sinon, dans votre région, parce qu'il faut dire que la préparation, elle est très différente d'une région à l'autre. Donc il y en a ceux qui les shoutoha, les kleba. Alors dans votre région, ça se passe comment? D'accord. C'est ça. À la nar, directement. Oui. Ou là,
Après, ah oui, Aldimar, après, ça va donner, la braise, ça va donner un autre goût. Hein. Oui, oui. C'est vraiment un arrière-goût comme ça, de bois. De bois, de nature, avec l'huile d'olive de ma région. Il est très connu, très délicieux, il est très différent. Notre chleta, un délice. Alors justement, pour revenir au festival, il y a notre ami Rayal Eswed Hamouda qui s'est invité d'ailleurs au festival. Il est revenu avec de très très belles images. Ça vous dit qu'on aille les voir et on se retrouve juste après? Allez, on va voir donc ces belles images que Rayal Eswed Hamouda nous a ramenées de cette 15e édition du festival de la Chleta. On se retrouve juste après. Ça donne envie, hein, quand même, d'y aller, de participer avec toute cette belle ambiance. La bienvenue. Là, ici, le mec. Bienvenue. Vous m'avez promis. Bien sûr. Mais pour la Chleta, c'est mois d'août. Ah, d'accord. Pourquoi spécialement? Parce que c'est là où on retrouve les bons ingrédients? Non. Il y a ça. D'abord, le felfel, il est fin août. Et en même temps, pour faire venir tout le monde qui est en vacances, même ceux qui viennent de l'étranger. C'est ça. C'est ça. Donc, du pierre de coup, on fête la Chleta et on fait un peu de promotion pour la région. Le but de cette fête, c'est de rassembler les gens autour d'un thème. Cette année, le thème, c'est l'eau. L'eau. Et justement, vous avez un événement par rapport à l'eau, pour la promotion, encore une fois, de l'eau, pour profiter pleinement de cette ressource vitale. On va en parler dans un petit moment, mais avant cela, je reviens à vous, Sabah, à votre association. Oui. Donc, vous faites un travail colossal sur terrain. Nous avons vu sur les images que Rayal Eswed Hamouda nous a ramené que vous faites un très beau travail sur terrain. Donc, les femmes sont présentes pratiquement dans tous les domaines artisanaux, de manière générale. Oui. Artisanaux, agriculture, la femme rurale et dans tous les domaines. L'association Ftafat Nithiala est venue pour les tenir, pour les soutenir, pour faire. Ça veut dire c'est la lumière, pour faire la lumière sur ces femmes. Sur les femmes de Ithiala. Voilà. Et justement, vous essayez de les encadrer, ces femmes, de les encadrer, de les orienter, de les former, de les soutenir. Par exemple, les expositions pour faire connaître les produits du terroir qu'on a. On a préparé, alhamdoulilah, beaucoup d'expositions. On a participé sur Alger, à Safex, à Tamoukra, pour faire connaître les produits
du terroir. Et surtout, vraiment, de faire profiter le marché un peu de ces produits-là, qui restent quand même des produits de qualité, faits avec des produits bio, voilà, des produits ici de qualité, de terroir. Et puis on connaît les femmes rurales, elles sont très méticuleuses, elles sont très perfectionnistes dans le travail. Et c'est toujours un travail ancestral qu'elle fait. Hein. Donc c'est toujours des techniques ancestrales qu'elle adopte pour la fabrication de tous ces produits. Oui, l'association est née pour faire la liaison entre les marchandises et les femmes. Et pour aider les femmes à trouver un travail, un salaire, un petit salaire. C'est ça. C'est ça l'essentiel, oui. Alors justement, toujours dans ce beau travail que vous faites en faveur des femmes rurales, vous allez célébrer la femme rurale très bientôt, le 15 octobre. Le 15 octobre, oui. Alors qu'est-ce que vous comptez faire pour, encore une fois, encourager, faire la promotion de tout ce travail-là? On veut que les gens savent que la femme rurale est toujours... Polyvalente, oui. Même si on est en 2022, mais on veut revivre les traditions, on veut revivre, par exemple, la tenue, on veut faire plein de choses, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, ce sera rendez-vous pris pour le 15 octobre, encore une fois. Et on a un autre événement dans 3 jours, Inch'Allah. Dans 3 jours, ce sera un événement le 27. Oui, ce sera un événement sur quoi? Sur le tourisme. Le tourisme. Donc, encore une fois, la promotion de la région. Inch'Allah, oui. La direction de tourisme de Sétif a choisi Genzet. D'accord. Et la femme et l'association Tafat Nithiala pour présenter la région, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, Monsieur Barouche, donc, vous nous avez fait plaisir, on va dire, avec ce beau festival destiné à la Chleta, mais vous travaillez toujours sur terrain pour la promotion, encore une fois, donc, de toutes ces ressources, les ressources naturelles, donc tout ce qui est produits bio, mais surtout cette ressource vitale qui est l'eau. Donc, aujourd'hui, vous êtes sur un projet très intéressant pour faire profiter les gens de la région, donc pleinement de cette ressource vitale. Comme j'ai dit, le but de ces festivités, c'est de faire pour faire donner l'envie aux gens de participer à un grand projet qui est l'eau. Et l'eau ne peut pas venir tout seul. Il faut que les gens s'investissent. Il faut que les gens participent à cette réalisation de ce projet. L'eau, la région en souffre. C'est un manque crucial. Donc sans eau, il n'y a pas de vie. Et c'est ça le but, c'est de faire donner la possibilité aux gens de participer à ce projet. Alors c'est un projet qui consiste en quoi? À faire un forage. Les sources, elles ont tari. Donc il faut faire un forage. Et nous attendons des autorités qui nous donnent l'autorisation pour qu'on puisse faire ce forage. Et les villageois participent par leurs moyens pour la réalisation de ce projet. Voilà, il y aura un beau retour sur investissement, on va dire, parce que c'est tout le monde qui va en profiter. Effectivement, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc, rendez-vous pris dans 3 jours. Oui. Déjà. Et le 26. Le 26. C'est le lendemain, le 26, oui. 26 septembre. Voilà, le 26 septembre, puis le 15 octobre pour la femme rurale. Pour la femme rurale. Bien sûr. D'autres projets à venir? Inch'Allah. Il y a plein de projets. Bon, le village ne s'arrête pas uniquement à la Chleta. Il fait du volontariat, du reboisement. Et l'Ouzia, c'était pour certains, c'est le partage de la viande. Voilà. Tout ça, c'est pour faire revivre nos villages. Revivre les villages et surtout l'égalité des chances et faire profiter tout le monde, donc d'une vie surtout digne. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites sur terrain. Bravo à vous. Je vous remercie. Donc, Sabah Zouach, vous êtes membre de l'association Femmes Rurales. Présidente. Ah, pardon. Pour tout ce qu'elle fait. Donc, présidente de l'association Femmes Rurales et aussi
Merci, Monsieur Aziz Barouch, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Vous êtes l'organisateur donc de ce festival destiné à la Shlita. Merci à vous encore une fois. Merci de l'invitation. À tout moment. Et on continue, on va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée en compagnie de notre amie Samira Hadjamar. Mais avant cela, Samira nous emmène du côté de Janet pour nous parler d'une campagne de nettoyage. Vous voyez, on s'intéresse toujours à l'environnement, hein, n'est-ce pas? Et donc, ce sera du côté de Janet où Samira Hadjamar s'intéresse au nettoyage. Et on se retrouve juste après. Ashjar Propre est une large campagne de nettoyage des sites touristiques et des monuments historiques à Janet. Organisée par la Wilaya en collaboration avec l'Office du Parc culturel du Tassili Nadjer, ainsi que les agences de tourisme locales. Cette action éco-responsable est initiée en préparation du lancement prochain de la saison touristique. Nous en sommes à la 3e campagne dédiée au nettoyage des sites touristiques initiée par les agences locales de tourisme, cette fois des agences de Tamanrasset ou encore d'Alger. Nous préparons le terrain pour l'ouverture de la saison touristique. Nous voulons accueillir nos touristes dans les meilleures conditions. Cette campagne de nettoyage va se prolonger sur plusieurs jours et concerne les sites touristiques et culturels de la wilaya de Janet, sans exception. Les participants à cette belle initiative sont venus des 4 coins du pays, mais aussi de l'étranger, avec l'objectif de relancer l'activité touristique dans la région et en préparation d'une saison touristique qui s'annonce très prometteuse. Cette campagne vise à sensibiliser le large public et également créer une coordination entre toutes les agences touristiques. Nous sommes un groupe de bénévoles. Aujourd'hui, nous sommes venus à Tadrat pour contribuer à la préparation de la prochaine saison touristique. Ce genre d'action renforce la belle image de la région. Cette région est connue mondialement. Il faut contribuer à sa sauvegarde. Je viens de participer à la sortie qui a but de faire nettoyer cette zone touristique magnifique. La propreté est indissociable du processus de sauvegarde et de conservation d'un patrimoine, surtout lorsqu'il raconte les prémices de la naissance du monde. Plus qu'un impératif, il est de la responsabilité de chacun, et notamment des visiteurs et des touristes, de protéger ce précieux héritage. Et de retour sur le plateau, et notre amie parmi nous, Samira, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Samira? Très bien, je suis ravie de te retrouver. Très ravie aussi de te retrouver. Et retrouver l'émission, bien sûr. Surtout, ça va? Ça se passe bien? Très très bien. Alhamdoulilah. Samira, tu nous as emmenés du côté de Janet. Oui. Tu es là, tu es revenu? Oui, j'aurais aimé y aller réellement, mais c'est une bonne chose qu'ils ont organisé, une très bonne chose. Organisé, d'autant plus que la saison touristique au niveau du sud s'annonce pour bientôt, et eux ils préparent justement, ils ont organisé cette campagne de nettoyage qui dure sur plusieurs jours. Hein, c'est pas une journée. Et ce qui est bien, c'est que il y a pas mal d'agences où en général dans le désert ce sont des associations, mais aussi des agences touristiques qui se sont du nord, d'Alger, de partout en fait, qui sont venues, plus Tassara, pour nettoyer le Tassili Nadjer, qui est une destination, on va dire, privilégiée déjà. Oui, en hiver, mais surtout même en été. Hein, même en été, oui. Oui, puisque non, c'est vrai qu'on y va au sud en été. Hein. On y va au sud, et Janet est un musée à ciel ouvert. C'est un endroit qui est classé monument mondial. Exactement. C'est aussi il y a la, comment on appelle ça, c'est aussi classé, la vallée de l'Ehrir est classée zone Ramsar en fait, donc protégée par l'UNESCO aussi. Zone humide, voilà, ça mérite, c'est très bien. Ça mérite, voilà, effectivement, ça méritait là. Aujourd'hui, Samira, tu reviens encore avec une bonne nouvelle, on va dire, tu reviens avec une bonne nouvelle, une belle actualité, on va dire. Très, très, très bonne initiative qui a été prise cette semaine, c'est la signature d'un accord au ministère de la Culture, entre les directeurs de culture, plus la commission des biens culturels. Cet accord, c'est quoi? Ça inscrit 3 sites très importants. Il y en a beaucoup en Algérie, mais déjà, les 3 sites, c'est très bien. C'est les théâtres régionaux de Sidi Bel Abbès, de Batna et la vieille ville de Mazouna.
Tu les as visités, les théâtres, auparavant? J'y suis allée, une fois, une fois, c'est pas assez. Celui de Sidi Bel Abbès, je trouve que c'est... Parce que je ne connais pas celui de Batna, mais celui de Bel Abbès, je trouve que c'est un véritable bijou architectural. Ce sont tous des bijoux d'architecture, tous les trois. Ces trois sites, même celui d'Oran qui a été lui celui aussi, oui, en perspective, va être signé. Il y a quelque chose qui est sorti dans le journal officiel, donc c'est son numéro 58. Lui aussi, il va être inscrit comme bien national, c'est des biens culturels nationaux. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, s'il y a un sinistre, une mesure d'urgence, c'est-à-dire un sinistre, un séisme, une inondation, quelque chose de ce genre, ils vont être protégés. Il y aura une mesure d'urgence, une enveloppe budgétaire qui va être débloquée, et il y aura une opération de réhabilitation d'urgence. Mais sinon, même sans ça, on espère que ça ne sera pas le cas, il y aura des mesures de réhabilitation, de restauration. Ces monuments vont durer, ils sont protégés, plus personne ne peut les démolir, plus personne ne peut les modeler ou les retoucher comme il veut. Il y a des critères qui respectent l'architecture de base, même si elle est améliorée, elle ne va pas dénaturer l'architecture d'origine, normalement avec les mêmes matériaux, avec le même style. On rappelle que les deux théâtres régionaux, donc celui de Sidi Bel Abbès et Batna, sont des monuments historiques qui dépassent tous les 130 ans. Enfin, celui de Batna a 132 ans quand même. Sa construction a commencé dès 1890. Il est, il est magnifique. Malheureusement, il n'est pas dans un très bel état, mais c'est pour ça que justement il l'a inscrit. Donc il y a une mesure qui est... Cette inscription. Oui, normalement, ça sert à ça, ça sert à les protéger. Il est en plein centre de Batna, donc dans les Aurès. C'est important, c'est de la culture, c'est du spectacle, c'est une salle de spectacle, mais c'est aussi un lieu où tout le monde peut aller pour pouvoir assister à des pièces théâtrales. Voilà, mais sinon... Il a subi des infiltrations d'eau et c'est justement ça qui a incité cette mesure, donc son classement. Il est dédié au docteur Salah Lambakia. Alors c'est un auteur, c'est un critique aussi, c'est quelqu'un dès les années 70 qui a beaucoup œuvré pour la protection, pour le théâtre en fait, pour ce site. Voilà, il est décédé malheureusement en 2015. Voilà. Mais sinon, il y a aussi la ville de Mazona. Oui, tu la connais? Je la connais. Tu la connais bien? Pas très bien, mais bon, j'ai eu à la visiter deux ou trois fois. C'est une chance. Donc elle est au cœur des monts du Dahra. C'est une aubaine. C'est vrai que c'est une aubaine. C'est une aubaine, c'est la vieille ville, c'est la Casbah de Mazona. On est à Rolizane, pas très loin d'Oran, je crois qu'il y a 75 km, c'est pas très loin. Bref, c'est une ville très importante. Elle a été capitale du Beylek de l'Ouest. Donc avant Mascara et bien avant Oran. Et il n'y a pas eu de rempart pour la vieille ville, mais il y a eu à peu près 500 Kourlourli, qui se sont occupés de la protéger, de la sauvegarder contre toutes les attaques des Espagnols, toutes les attaques des ennemis. Voilà. Il y a eu à peu près 12 rois là-bas. Mais surtout, Mazona est connu parce qu'il paraît que le Hayek se faisait là-bas. Je sais pas, c'est la ville du Hayek. Donc, mais c'est aussi une ville dont la renommée a dépassé toutes les frontières en termes de culte, de théologie, puisqu'elle a une madrasa, donc qui a été fondée par Ben Sherif, qui a enseigné pendant plus de 64 ans là-bas. C'est une madrasa, on dit qu'elle est du même gabarit que Kairouan ou encore Zeytouna en Tunisie. Mais il faut savoir que la plupart des érudits qui étaient en Algérie avant 1830, étaient en Algérie. L'Algérie était un pôle pour les érudits, pour former les cadis, pour former les théologiens. Et après 1830, malheureusement, beaucoup sont partis vers Zeytouna, vers Kairouan. Voilà. Qu'est-ce que tu connais d'autre de la ville? Je ne connais pas grand-chose. Elle a plusieurs légendes déjà par rapport au nom. On dit que... J'ai dû la visiter, mais vraiment en famille. Donc c'est pas dans le cadre d'un... Donc moi, je cherche toujours s'il y a une légende. Il y en a deux. On dit que... D'abord, elle est fondée par des tribus. Il y a des traces de préhistoire. Donc c'est encore plus ancien que les théâtres. Mais il y a des légendes qui disent qu'il y aurait eu une reine qui s'appelait Massouna. Et cette reine aurait planqué un trésor, bien sûr. Donc, pour te dire. Et une autre qui serait la source d'eau, en fait. Voilà. Source Mas
Souna, les femmes qui allaient rechercher de l'eau à la source, voilà, dans une traduction littérale. Voilà, c'est une bonne chose. L'Algérie a à peu près plus de 1000 sites inscrits à la liste des biens culturels nationaux. On parle à l'international, bien sûr, à l'UNESCO, on en a plusieurs, matériels et immatériels. L'Algérie a été la première à signer et ratifier la Convention 2003 pour le matériel, pour la protection du matériel, du patrimoine immatériel. Aide-moi. Voilà. On regarde le reportage. J'ai fait un reportage cette semaine. D'accord. Tu veux? Tu veux pas? C'est comme tu veux. Ça sera pas pour aujourd'hui. Ah non. Ça sera pas pour. On va le garder pour la fin du mois, peut-être. Pour la fin du mois? Oui. Donc la semaine prochaine, la fin du mois. La fin du mois, voilà. À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Probablement. Voilà. Probablement. Oui, parce qu'on reçoit énormément de touristes ces derniers temps, notamment des Américains, des Anglais qui viennent visiter, ils font escale à Alger et c'est super. Et quand ils viennent, en général, c'est pour visiter les sites. En premier à Alger, c'est celui de la Casbah d'Alger, qui elle aussi est protégée, Dieu merci, par l'UNESCO. Voilà. Depuis des années d'ailleurs. Depuis 92, exactement. 92, oui. Patrimoine de l'humanité. Patrimoine de l'humanité jusqu'à la basse Casbah, jusqu'à la mer. Voilà. Donc effectivement, c'est une très belle nouvelle, une très belle actualité. Donc pour 3 sites déjà. 3, presque 4, puisque le théâtre régional d'Oran prochainement va être inscrit lui aussi. Bon, on espère que ça va arriver partout, parce que nous avons des théâtres à travers le pays et nous avons aussi plusieurs Casbahs. Plusieurs Casbahs. Il n'y a pas que la Casbah d'Alger, il y a celle de Délice, il y a celle de Constantine, d'Oran, partout en fait. Et je crois que le ministère de la Culture a un projet dans ce sens, c'est-à-dire déjà d'inscrire tous ces biens sur la liste des monuments classés nationaux, puis par la suite les classer à l'international, au mondial, puisque ça mérite, franchement. Voilà, effectivement, ça mérite particulièrement pour leur protection. En tout cas, merci beaucoup, Samira, d'avoir été parmi nous ce matin. On se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. On verra le reportage. Inch'Allah. Oui, on le verra. On verra d'autres aussi, peut-être. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Samira, encore une fois, d'avoir été parmi nous ce matin. Et on se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. Voilà, et voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Vous savez, hier, l'équipe nationale a joué un match amical contre la Guinée. Une belle victoire pour l'équipe nationale. Je n'ai pas regardé. Moi non plus, je n'ai pas regardé. Je ne voulais pas avoir du stress en plus. Je ne le cache pas. Voilà. Même si c'est un match amical. En la tout veille cas. de la reprise. Donc. Voilà, alors, encore une fois, félicitations à notre équipe nationale, d'autres victoires. Inch'Allah. Et on se quitte avec une très belle chanson en faveur pour l'encouragement de l'équipe nationale. Voilà, vous l'aurez compris, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Demain, à partir de 8h, vous retrouverez Radia Boulmaali. Au revoir.